Buonasera a tutti, a ringrazia dei segusi numerosi, donc bonsoir. Merci d'être aussi nombreux, merci aussi de votre patience. Voilà, veuillez excuser mon léger retard, mais monsieur le professeur Askenazi, qui est aussi un collègue, me disait du coup c'est le quart d'heure académique, il y a des enseignants dans la salle et ils nous comprendront. Voilà, la mairie de Bastia est en réunion, mais il devrait arriver. Ils sont eux aussi pris par l'organisation de la visite papale, parce que Bastia est aussi concerné. Tout à fait, oui, oui. Il n'y a pas de scoop, hein, je vous rassure, mais ils sont obligés aussi de s'organiser pour les retransmissions. Donc, il y aura le maire tout à l'heure et d'autres personnes qui viendront, mais ils nous ont demandé de débuter. Voilà, donc vous connaissez, pour certains d'entre vous qui devenaient des habitués, le principe de ces conférences. Elles s'inscrivent dans le cadre d'une initiative que nous avons eue à l'Assemblée de Corse en matière de prospective territoriale. L'idée est de réfléchir à ce que pourrait être la Corse en 2050 au regard d'évolutions macro, globales, dans le domaine économique, bien sûr, dans le domaine géopolitique, dans le domaine climatique, puisqu'il y a un certain nombre de grandes forces, je dirais, de changements, hein, de mutations qui opèrent à l'échelle nationale, européenne, méditerranéenne, puisque nous sommes quand même soumis à des évolutions méditerranéennes directement, que nous sommes en milieu insulaire. Et il est intéressant que nous puissions identifier ce que pourrait être l'impact de ces mutations à l'échelle globale sur un territoire qui est un petit territoire, qui est une île avec 340 000, 350 000 habitants, qui a été jusqu'à présent protégé sur le plan environnemental, mais qui subit quand même des pressions diverses et variées et qui n'a pas échappé évidemment aux crises multiples qu'on a connues ces dernières années, dont une grosse crise sanitaire que vous connaissez. Donc, à la suite du constat de ces différents chocs, crises récentes, nous avons créé un lab, un laboratoire au sein de l'Assemblée de Corse, composé de 3 collèges, un collège des élus, et je salue les élus qui en sont membres ici, et les autres aussi d'ailleurs, qui donc travaillent en collaboration avec des experts, des personnalités qualifiées, qui depuis le début travaillent avec nous, et puis également le Conseil économique et social, l'Assemblée Adiaduantou. L'idée étant de produire un certain nombre de scénarios dans quelques mois. Et le travail avance vraiment très très bien. Et puis, comme il y avait plein de choses intéressantes que nous découvrions au fur et à mesure de nos travaux et de nos lectures et de l'audition de différents experts, nous nous sommes dit, tant qu'à faire, autant en faire bénéficier les citoyens. Voilà, donc que ce soit sur la question du changement climatique, il y a quelques mois, que ce soit également dans le domaine de l'évolution démographique, puisqu'il y a des tendances démographiques fortes. Nous n'échappons pas au vieillissement de la population qui traverse différents pays européens et en particulier les pays du Sud. Et puis aussi, la conférence la plus récente concernait la connectivité, la question des transports qui est essentielle, évidemment, notamment dans une île. Ce soir, notre conférence concerne les mutations du travail, du marché du travail, mais du travail aussi de manière générale, de cette activité donc humaine, soumise à des évolutions réglementaires, à des évolutions technologiques, également démographiques. Et pour traiter de ce sujet ô combien important, qui impacte nos entreprises directement, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Philippe Askenazi. Pendant une semaine, j'ai dit Askenazi à la Corse, et on m'a reprise. Donc, et effectivement, c'est Askenazi. Donc, bienvenue, chers collègues. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, il est directeur de recherche au CNRS, à l'ENS et membre d'un certain nombre de collectifs académiques. Il a des dizaines de publications reconnues à l'échelle internationale. Je suis vraiment très heureuse
est fière hein, de l'accueillir aujourd'hui parce que c'est un spécialiste éminent du travail, on va le dire comme ça, de manière très simple, de l'économie du travail, mais plus largement des politiques d'emploi, bien sûr, mais également de tout ce qui relève du dialogue social. Donc, c'est tout sauf un économiste enfermé dans sa tour d'ivoire qui fait des modèles uniquement, qui fait des constats statistiques, qui produit des conjectures. Voilà, il est intervenu très très souvent dans la presse écrite, mais également dans d'autres médias, parce qu'il a une connaissance fine de ce que sont, de ce qu'est la dynamique du marché de l'emploi, en particulier en France, et des politiques d'emploi, mais aussi de leurs conséquences d'un point de vue social. Donc, il interviendra pendant une grosse demi-heure, 40 minutes. Et puis, comme vous le savez, nous avons toujours donc un invité extérieur et nous essayons de comprendre aussi les déclinaisons de ces grandes tendances à l'échelle de notre territoire. Et à chaque fois, nous avons deux invités, les locaux de l'étape, je dirais. Voilà. Et cette fois, j'ai le plaisir donc d'accueillir Andrea de Colonne de l'entreprise Jellismac. Certains connaissent, d'autres pas. Donc, Jellismac est une entreprise qui, au départ, était donc une start-up qui s'est vraiment déployée grâce aux nouvelles technologies et qui travaille dans les nouvelles technologies, bien sûr, mais qui a réussi à se déployer dans des capitales européennes et en Corse. Donc, on en est très fiers grâce justement à la possibilité, à l'opportunité offerte par le travail à distance. Et donc, il va nous faire part de son expérience. Et puis, nous accueillons aussi Madame Cianelli, Marie Cianelli, qui est un agent de la collectivité, une directrice de la collectivité, qui, elle, va nous expliciter les évolutions démographiques, mais surtout leur impact au regard du vieillissement de la population et des conséquences qu'il y aura en matière d'accompagnement de toutes ces personnes âgées que j'espère nous serons, beaucoup d'entre nous, dans quelques temps. Et donc, effectivement, il y aura des mutations aussi en termes de métier et du marché du travail. Donc, merci aussi à vous deux d'être avec nous ce soir et d'avoir accepté de vous prêter à cet exercice, qui est un exercice pas académique du tout. Voilà, l'idée, c'est d'avoir un beau débat, de belles interventions. Je tiens à remercier aussi, parce qu'ils ont contribué au montage de cette journée, je tiens à remercier Frédéric Mortini de la RACT, Monsieur Jean-Ange Lec de l'AFPA, qui fait évidemment, ces deux organismes font un travail très important en matière de formation, d'accompagnement et de suivi sur le marché du travail. Devait également être présent parmi nous le CARIF OREF avec Madame Dornan, mais qui a un problème de santé, donc elle n'a pas pu être là aujourd'hui. Et on pense à elle. Et nous allons tout de suite débuter. Merci encore à tous pour votre présence et je passe tout de suite la parole au professeur Askenazi. Merci Madame la Présidente, merci pour l'invitation. Je suis très heureux d'être présent. Alors, effectivement, je suis spécialiste d'un certain nombre de thématiques autour du travail, mais absolument pas de l'économie corse. Donc, voilà, je me permettrai quand même certaines excursions, peut-être pour titiller en quelque sorte. Et puis, donc, on m'a demandé d'essayer de brosser large sur les questions de mutation du travail et de l'emploi, ce qui est un sujet donc extrêmement large. Donc, j'ai dû faire une sélection drastique, mais en essayant de retenir aussi des éléments qui permettront de dialoguer avec les deux interventions suivantes. Alors, oui, je peux aller directement. Alors, je vais vous parler, vous voyez, en gros, cinq thématiques. Je vais essayer de faire 6 minutes chaque fois pour tenir les fameuses 30, avec une vision à la fois historique et on va essayer de se projeter dans le futur, en remontant, on va dire, une trentaine d'années pour un petit peu décrire à la fois les mutations du travail, donc des organisations du travail et de l'emploi, faire un point de là où on en est aujourd'hui et pourquoi on en est à cette situation-là, et puis
évidemment, je vais parler à la fois des enjeux démographiques et climatiques qui sont absolument centraux si on veut penser l'avenir du travail, et puis la question des technologies. Donc, vous voyez, ça fait un agenda très riche. Donc, il y aura parfois je passerai un petit peu de temps parfois sur certains points, et puis je ferai des raccourcis dans d'autres, et je crois qu'on aura un temps de discussion, ce qui permettra d'avancer. Alors, je vais sur ces fameuses promesses. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont jeunes, qui les ont peut-être pas connues, mais il y avait une vision, ce qu'on appelait, donc, disons, à partir du milieu de la fin des années 1990, l'irruption de ce qu'on appelait la nouvelle économie. Donc, il y a eu un premier rapport du Conseil d'analyse économique qui avait été commandé par Dominique Strauss-Kahn. Vous voyez, tout ça ne nous rajeunit pas nécessairement, mais en 1999, donc c'est vraiment ce tournant du siècle, le sentiment qu'on allait rentrer avec le 21e siècle dans un nouveau siècle qui allait être basé sur une économie de la connaissance. Et cette économie de la connaissance, voilà, on avait Internet était véritablement devenu un outil pour les universitaires à partir des milieux des années 1990, et ensuite un facteur de création d'activités économiques à partir de cette seconde moitié des années 1990 aux États-Unis, et véritablement dans les années 2000 en France. Donc, un sentiment de moment de tournant. Et au niveau européen, il y a eu en 2000 ce qu'on appelait la stratégie de Lisbonne, qui avait comme objectif de faire de l'Europe une grande économie de la connaissance d'ici l'horizon 2020. Ils n'avaient pas prévu qu'il y aurait la Covid en 2020. C'était d'autres types d'horizons. Et dans cet horizon qui était tracé, il y avait donc des promesses de prospérité, mais aussi des promesses de stabilité. Voilà, la vision que l'économie devenant nettement plus digitale, on allait s'affranchir de ce que pouvaient être des contraintes matérielles. Donc, il y avait une vision même que, bon, voilà, on aurait peut-être besoin de moins de matières premières puisque tout devenait digitalisé. On dépendrait donc moins des marchés. On aurait une économie nettement plus stable, sans crise même. On a eu une crise en 2008-2009 qui très vite a fait déchanter. Mais voyez, ce monde de stabilité permettait de aussi repenser le travail, d'utiliser les technologies pour libérer les travailleurs, un nouvel élément d'émancipation, avec en plus des organisations du travail qu'on allait dire être apprenantes, de haute performance. Donc tout cela était une série de promesses, vous voyez, prospérité, émancipation. On pouvait rajouter aussi plein emploi. D'ailleurs, si on reste sur le CAE, il y a eu en 2000, 2000 ou 2001 un rapport qui était plein emploi, donc pour la France, qui devait être atteint assez rapidement. Donc tout l'ensemble de ces promesses. Alors, il n'y avait pas, même d'une certaine manière, la question écologique aurait été en partie résolue, justement, puisqu'on devenait très digitaux. On pouvait, il y avait l'idée même d'une économie où on aurait moins besoin d'usines, etc. Donc tout ça, tout l'ensemble de ces promesses, et il y avait centralement une promesse vis-à-vis des travailleurs, donc à la fois prospérité et une libération de travail qui passait aussi en partie, on parlait beaucoup de flexi-sécurité. C'était un terme central à l'époque. À la fois, on était très flexible parce qu'il fallait s'adapter à cette économie qui changeait, mais en même temps, on avait une forme de sécurité parce que finalement, on tournait, mais on retrouvait rapidement un emploi dans une économie qui était extrêmement dynamique. Donc, c'était une vision globale et pas particulière à la France, mais la France plongée dans le monde européen avait son opportunité dans ces. Alors, je vais évidemment pas, vous le savez, il n'est pas advenu ces promesses, et je vais essayer de présenter quelques éléments sur travail et puis sur emploi, qui sont, voilà, ces deux versants où on n'a pas exactement le même type de message. Alors, pour travail, c'est très très difficile de tout brasser, donc j'ai fait un choix d'utiliser de manière, alors, pédagogique, je vais prendre 1 ou 2 minutes, un outil qui est un outil ancien qui vient de la psychologie du travail, et qui a 2 dimensions. Donc, c'est quelque chose de très, très simple, de penser le travail à travers, d'un côté,
les exigences qu'on vous fait dans votre monde professionnel, donc ce qu'on appelle bon, voilà, la demande, donc ça peut être les éléments de pression que vous avez. Non, non, c'est bon, hein, il n'y a aucun problème. Et puis l'autonomie auquel vous disposez. Voilà, donc il y a d'autres termes qui sont la latitude décisionnelle. Alors l'avantage de ce modèle, qui est très ancien, cette vision du monde du travail, c'est que on peut arriver rapidement à 4 cases qui sont d'un côté un monde où on est, voilà, mettons, dans une activité qui est plutôt passive. À la fois, on a peu d'autonomie et on a un travail qui n'est pas extrêmement exigeant. Puis vous avez au-dessus un monde de faible tension. Vous avez en fait une certaine latitude, mais en même temps peu d'exigence. Et puis, il y a un monde qui est celui où vous êtes extrêmement actif, à la fois beaucoup d'exigences professionnelles, mais vous disposez d'une très grande autonomie sur l'organisation de votre travail. Donc, ça peut être oui, une autonomie, l'organisation de vos tâches, une autonomie horaire, etc. Et puis, alors, la situation, qui est la situation, en fait, là, alors c'est un terme, voilà, on pourrait mettre le stress là, hein, beaucoup aussi d'approches sont, c'est là où se situe une activité de travail stressante. Donc là, j'ai repris le terme anglo-saxon initial qui était la job strain, de contrainte. C'est à la fois, vous avez énormément d'exigences professionnelles, mais vous disposez de très peu d'autonomie. Donc, en psychologie du travail, en ergonomie, etc., il existe beaucoup de modèles. Celui-là, il a l'avantage, c'est qu'il est très ancien et que très tôt, dans des enquêtes, ce qu'on appelle les enquêtes conditions de travail, qui ont été menées en France dès les années 1980 et au niveau européen dès les années 1990, eh bien, on a posé des questions qui correspondaient à saisir les exigences qu'il y a au travail. Donc, est-ce que vous devez travailler au rythme d'une machine? Est-ce que vous devez rendre dans des délais extrêmement brefs votre travail, etc. Et puis, l'autonomie auquel vous pouvez associer. Donc, il y a là aussi toute une série de questions sur l'autonomie que vous pouvez avoir pour l'organisation de votre travail et votre organisation des temps et même votre rapport, par exemple, à l'articulation vie familiale, vie professionnelle. Et donc, très vite, il y a eu des questionnaires au niveau européen. Il y a une agence européenne qui est dans une grande île, là, pour le coup, enfin un pays qui est à Dublin, qui gère ce type d'enquête. Alors, ce qu'il y a de bien, donc, c'est qu'on peut avoir une vision de comment ont pu évoluer alors là, je vais vous le montrer par métier, on pourrait le faire par grande zone géographique. Au niveau de l'Union européenne, alors l'ancienne Union européenne, je vais vous montrer à 15, hein, puisqu'on va remonter dans les années 1990, comment ont évolué dans ce schéma-là les grandes professions. Alors, du coup, ça va être en anglais, mais c'est pas très grave, vous pouvez facilement les comprendre. Je reprends donc exigence et alors mince, c'est pas passé. Alors, c'est pas grave. Mes flèches ne sont pas passées sur le. Alors, je vais vous expliquer. Donc, on va. Oui, oui, bon, c'est pas dramatique. Bon, donc normalement, enfin, vous voyez, les petits carrés qu'il y a là, c'est la situation 2021 et les petites croix, c'était la situation en 1995. Et normalement, il y a les flèches qui vous montrent ce qui arrive au niveau de chacune des professions. Bon, elles n'y sont pas, mais je vais quand même vous faire une description et vous allez arriver à comprendre globalement ce qui se passe. Vous voyez là ce qu'on appelle les occupations élémentaires. Alors, vous avez beaucoup, c'est pas grave, hein, c'est certainement un type de version de. Non, non, mais c'est pas aucune importance. Je vous les fais moi. Ah, revenez, c'est pas grave. Revenez, c'est pas très grave. C'est un problème de version de. Ouais, c'est toujours la. Ah oui, puis oui, elles apparaissent effectivement. Alors attendez, on va faire comme ça, on va les montrer comme ça. En attendant, après on repassera en mode habituel. Là, il y a mes flèches. Donc, je suis content. Voilà. Alors, allez comprendre pourquoi elles disparaissent à l'étape diaporama. Bon, toujours est-il que, donc, vous voyez typiquement là, donc, ce qu'on appelle des professions élémentaires. Vous allez avoir, par exemple, les rippers pour ce qui est du ramassage des ordures. Vous allez avoir donc là, vous avez beaucoup de ces fameuses travailleurs de la première ligne, en quelque sorte. Bon, alors,
ce que l'on observe, c'est que étonnamment, enfin, ce type de profession n'avait pas des exigences qui étaient extrêmement fortes au milieu des années 1990, mais avait une très faible autonomie. Et vous voyez, là, les flèches, elles vont dans ce sens-là, c'est-à-dire que les exigences ont augmenté sans qu'il y ait véritablement de gain d'autonomie. Ceux qui sont là, donc c'est le monde ouvrier. Le monde ouvrier avait déjà beaucoup d'exigences et beaucoup d'autonomie, donc finalement dans ce monde stressant, et eux, ils n'ont pas bougé. Et si vous regardez donc toutes sortes de différents types de professions, donc là c'est les professions, on va dire, euh, administratives, non cadres des entreprises, vous voyez, la flèche va dans ce sens-là, les techniciens vont dans cette direction-là. Là, vous avez tout le monde du commerce, ça va dans la plus mauvaise direction. Et donc, qu'est-ce qu'on a globalement comme évolution? C'est que cette promesse, qui était une promesse, vous allez être plus autonome, libéré, etc., eh bien, ce n'est absolument pas ce que l'on observe au niveau des enquêtes auprès des travailleurs. Donc, vous voyez, ce n'est pas les travailleurs français qui se plaindraient, c'est vraiment l'ensemble de l'Europe. On a, en gros, les exigences qui soit se sont accentuées pardon, partout les exigences sont accentuées et l'autonomie n'a pas progressé, voire a décliné pour certains métiers. Et donc ça, vous voyez, ça fait basculer dans ce monde d'un monde de stress qui est venu donc après, plus tard, ce qu'on appelle une épidémie de stress, toute une série de professions qui ne l'étaient pas nécessairement auparavant. Et donc, c'est un phénomène qui est nettement plus global. Alors, je pense qu'avec F5, ça devrait marcher. Voilà. Donc, je vais montrer les flèches. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on s'aperçoit qu'en fait, ces types de promesses, c'est qu'il y a une forme d'injonction d'autonomie qui s'est appliquée, mais que alors je ne dirais pas toutes les entreprises, ni toutes les administrations, mais vous voyez, on a des chiffres moyens, mais globalement, il y a eu derrière cette injonction d'être autonome, en équipe autonome, de savoir soi-même, s'auto-former, etc., un très fort renforcement du contrôle des salariés. Et en fait, un usage même des technologies elles-mêmes pour vous contrôler. Voilà, certains collègues dans d'autres champs du savoir parlent d'un capitalisme de surveillance. Là, on a sans arrêt des dynamiques de reporting où on va se tourner donc sur, en fait, éviter que vous ayez trop d'autonomie. Et dans le même temps, eh bien, on a une recherche de gains d'efficience productive. Ça passe à la fois par donc un facteur, on va dire, d'intensification, mais aussi, on a pu observer, malgré une réduction du temps de travail en France, une densification du temps de travail. C'est-à-dire, on va supprimer tout ce qui peut être pause, temps mort dans votre temps. Et finalement, il y avait tout cela, donc ces différents facteurs. C'est une recherche à la fois d'essayer d'utiliser au maximum le facteur travail sur ses capacités physiques et sur ses capacités cognitives. Donc finalement, vous voyez, l'ouvrier où on pouvait, il y avait l'exigence physique, on lui rajoute en plus une exigence cognitive, notamment sur des questions de qualité, et inversement sur des métiers qui pouvaient être plus tertiaires, par exemple, mettons, dans la grande distribution où il y avait du contact avec le public et donc déjà des éléments de charge mentale, on surrajoute une couche d'accélération industrielle avec le scan, un contrôle de la production, d'ailleurs essentiellement d'opératrices. Donc on a plutôt vu un cumul donc, à la fois d'une charge physique et d'une charge mentale. Et si on continue à faire une liste un petit peu déprimante, il y a aussi une observation globale de perte de sens du travail. On pourra en revenir lors des questions. Alors, ce qu'il y a d'inquiétant, c'est que, en plus, ces enquêtes européennes ont aussi un intérêt, toujours de pas dire ce sont les Français qui se plaignent particulièrement.
ce que l'on observe, c'est que par derrière cette intensification, il y a le risque d'usure professionnelle. Donc là, à nouveau, c'est en anglais, mais c'est pas très très grave. Vous pouvez le comprendre assez facilement. C'est dans ces enquêtes, donc c'est plusieurs dizaines de milliers de salariés en Europe. On leur demande, donc on va se concentrer plutôt sur ceux qui ont 50 à 54 ans, s'ils se sentiront capables à l'âge de 60 ans. Donc vous voyez, c'est un horizon qui est très proche et qui est à la fois proche et loin de la retraite. S'ils se sentiraient capables de faire le même travail à l'âge de 60 ans. Donc, vous voyez, ils ont 50 ans et on leur demande de se projeter à peine à 10 ans. Et donc là, ce que l'on voit, c'est qu'il y a un certain gradient entre les hommes et les femmes. Hein. Les femmes se sentent moins capables, ce qui correspond aussi à des éléments sur les contraintes qu'elles peuvent avoir. Bon, ça reste relativement modéré sur les cadres et sur le monde des techniciens, mais vous voyez, sur les professions les moins qualifiées ou moyennement qualifiées, on atteint sur le cas des femmes 50% des travailleuses européennes qui considèrent qu'elles sont déjà, elles ont un métier qui est tellement exigeant qu'elles ne se voient pas à l'horizon encore de 60 ans de pouvoir tenir. Ce qui évidemment voilà, interroge, surtout lorsqu'on a des perspectives de politique d'extension de plus en plus tard des carrières. Alors, ça ne signifie pas que ces personnes-là ne seront plus en emploi à 60 ans, mais devront être à temps partiel ou sur d'autres types d'emplois. En tout cas, il y a une problématique à la fois tenir cet allongement des carrières professionnelles, et je vous montrerai des chiffres dans quelques minutes, et de cette question cette question d'usure. Alors, donc c'est une forme de rupture en quelque sorte d'un contrat social qui avait été vendu il y a une trentaine d'années, et cela d'autant plus qu'il y a aussi sur d'autres types d'aspects, là je vous ai parlé de pures conditions de travail, mais il y a d'autres éléments de conditions de votre travail, c'est votre rémunération, et là ce que l'on voit au niveau global et également en France, c'est ce qu'on appelle un découplage, c'est-à-dire qu'il y a des gains de productivité et les salaires ne vont pas si vite que les gains de productivité. Donc, si vous réfléchissez bien, c'est globalement les profits qui ont augmenté et notamment les profits des plus grandes entreprises. On est également dans un monde où on a plutôt une accentuation des inégalités et en tout cas, pour sûr, un maintien des inégalités de rémunération entre les hommes et les femmes vraiment à un métier équivalent, à un nombre d'heures équivalentes, etc. Et puis, on a un certain effritement de ce que pouvait être ce continent de l'emploi stable avec une montée d'emplois précaires. Et si vous voulez, tout cela, alors même qu'on a eu quand même une amélioration, entre guillemets, de la qualité de la main-d'œuvre, au sens que le niveau éducatif des travailleurs a très, très fortement progressé. C'est une autre des grandes transformations, et cela partout en Europe, en France, et puis donc également, alors attendez, oui, vous n'avez pas tout vu, excusez-moi, ça c'est ma rupture de contrat social. Je ne vois pas nécessairement ce que je vois. Et ça, donc, l'INSEE de Corse, grâce au recensement, il n'y a pas de personne de l'INSEE de Corse ici, donc en tout cas, je vais leur faire je vais faire plusieurs fois la publicité pour l'INSEE, dont l'INSEE de Corse. C'est normal, hein, ils produisent des chiffres et je suis quand même en sens social quantitatif. Donc, vous voyez, on le retrouve partout en France et globalement en Europe. On a quand même une diminution très nette au sein de la population des personnes sans diplôme. Ils sont encore de l'ordre de 20% en 2021 en Corse, et une montée du niveau éducatif. Et vous voyez, les diplômés de l'enseignement supérieur, si on se concentre sur les deux barres extrêmes, eh bien, voilà, on a l'inversion en quelque sorte. On a désormais, y compris en Corse, plus de diplômés de l'enseignement supérieur parmi la population que de personnes avec un niveau éducatif faible. Donc, vous voyez, d'un côté, des personnes plus qualifiées, de l'autre, un travail qui lui, continue à avoir des contraintes. Il y a en fait une énorme littérature qui essaye de comprendre ce qui s'est finalement passé. Voilà, pourquoi ces promesses n'ont pas eu lieu. Je vais pas
c'est impossible de développer tous les éléments, mais il y en a quand même deux, voilà, sur lesquels j'ai tendance à insister. C'est celui d'une situation donc à nouveau, hein, je ne parle pas particulier, l'accord de toutes les entreprises, etc., mais on est dans un phénomène où on a un affaiblissement des capacités de négociation des travailleurs à la fois collectives, avec un affaiblissement des collectifs de travail, des organisations syndicales, du fait en partie de réformes institutionnelles, mais aussi de problématiques de modernisation de ces organisations syndicales elles-mêmes, d'un délitement du dialogue social, et pas particulièrement voilà, en France comme dans d'autres pays, alors que dans le même temps, on avait des phénomènes de croissance de monopoles, de très grosses entreprises, ce qu'on appelle aussi des monopsones, c'est l'équivalent, c'est le monopole au sein du monde du travail, qui à la fois pouvaient mettre une pression sur leurs propres travailleurs et sur leurs sous-traitants. Et cette situation-là, donc de pression, joue à la fois sur une pression sur les aspects salariaux, mais aussi sur le travail lui-même. Et puis le second aspect, c'est ce qu'on a fait des usages et des technologies. C'est-à-dire que les technologies qui devaient libérer, justement, je vous en ai déjà parlé, si on les utilise pour surveiller les travailleurs, eh bien, on n'a pas du tout un élément qui permet une émancipation, mais au contraire une autonomie qui n'est pas nécessairement quelque chose qui d'ailleurs produit plus de productivité au bout du bout, mais certainement plus de profit. Donc ça, c'était sur, il faut me dire si je vais trop lentement ou trop vite plutôt. À côté de cela, malgré, si vous voulez, ces difficultés, l'usure, eh bien, on est quand même, au niveau européen, sur des niveaux de taux d'emploi qui sont records, et cela y compris en France. Donc là, voilà, là, ça ne montre toujours pas, vous n'allez pas être c'est bon. Je vais regarder cet écran. Alors, donc ça c'est au niveau européen. Si vous regardez donc de ce côté-là, on a la population en millions et vous avez l'emploi en millions. Ce sont les 15-64 ans, d'ailleurs jusqu'en 2022 et pas jusqu'en 2021. Ce que vous voyez, c'est l'effet du vieillissement de la population. C'est-à-dire que les personnes âgées de 15 à 64 ans, eh bien, après avoir atteint un pic en 2010, elles diminuent en Europe. La population européenne, elle continue à augmenter. Donc, on a un véritable vieillissement avec un rétrécissement de la population qui est en âge de travailler. Et malgré ce rétrécissement de la population en âge de travailler, vous voyez, vous avez la courbe bleue. Donc, il y a la crise de la grande récession de 2008. On voit très, très bien son effet. On voit bien moins l'effet de la crise Covid. Et on se retrouve avec des niveaux. Donc, vous voyez, on est actuellement à 285 millions de personnes en âge de travailler et on est aux alentours de 200 millions d'emplois en Europe. Donc un niveau record d'emplois en Europe aujourd'hui. Et ce que l'on voit au niveau européen. On le voit aussi au niveau français. Alors là, on peut même avoir une vision en plus longue période, et je vous mets plusieurs types de tranches d'âge. On se retrouve aujourd'hui avec un taux, donc le taux d'emploi, c'est la part de la population âgée de 15 à 64 ans qui est en emploi, hein, c'est pas qui recherche des emplois, c'est qui sont effectivement en emploi. On s'approche des 68-69%. En Corse, j'ai vérifié, on est aux alentours de 65%. Donc, vous voyez, il n'y a pas un très, très gros décalage de la Corse par rapport au reste de la France, notamment de la métropole. Et on a un phénomène qui est que, bon, évidemment, les jeunes étant en études, le niveau est plus bas que ce que ça peut être les années 1970. Et on voit la progression du taux d'emploi des 50-64 ans, en partie sous la pression des réformes des retraites qui ont été mises en œuvre en France comme ailleurs. Donc, finalement, on est dans un monde, on dit sans arrêt, on travaille peu, les Français ne travaillent pas assez, les Européens ne travaillent pas assez, etc. C'est un portrait très différent. C'est-à-dire qu'on a des exigences professionnelles et en plus, on n'a peut-être jamais autant eu de travailleurs et de personnes au travail dans nos économies. Et sur ce plan-là, la Corse n'échappe pas à ces tendances globales.
Alors, il y a dans ce portrait global quelques particularités françaises. J'espère que ça va marcher. Alors, on dit souvent que la France, et peut-être que la Corse en particulier, est suradministrée. Il y a trop de services publics, etc. Cette progression, en tout cas, de l'emploi en France, on était effectivement, je ne sais pas si vous le voyez bien, hein, donc la France est ici, c'est ce point ici. Donc, c'est une comparaison 2008-2023. Eh bien, on voit que ça, c'est l'ensemble de l'Union européenne. On voit que l'emploi qui sont dans les services, donc là, j'ai pris régalien, administration, éducation et santé sociale, a augmenté globalement en Europe. Donc, ce n'est pas que les startups, etc., la nouvelle technologie ou autre. Il y a aussi tout simplement des services publics qui est aussi une réponse au vieillissement. On a besoin de plus de services publics dans une population vieillissante. Et donc, c'est un phénomène global en Europe. La France, qui était très haut, n'a pas bougé. Et elle se fait en quelque sorte, elle était même le point le plus haut, hein, si vous regardez 2008, enfin un des points les plus hauts, et on est progressivement, enfin on s'éloigne d'un grand bloc d'économies de petite, c'est de taille plus modeste, mais du nord de l'Europe. Et vous voyez, il y a l'Allemagne qui se rapproche de la France. Donc, la situation voilà, française, c'est pas lié à on a créé des quantités d'emplois publics, dans les services publics, même d'une certaine manière, au contraire, la France se normalise en quelque sorte dans le paysage européen. En revanche, on a un segment qui est le développement de l'emploi précaire, notamment des contrats très très courts, qui est plus marqué en France du fait des choix de politique publique. Et puis il y a une autre originalité française, qui est celle du développement de l'emploi indépendant. Donc ça, dans l'immense majorité des pays européens, il y a enfin pas un effondrement, mais une baisse progressive de l'emploi indépendant, parce qu'il y a finalement moins d'artisans, il y a moins d'agriculteurs. Disons, les artisans classiques, les agriculteurs, c'est quelque chose que l'on observe également en France, mais c'est compensé par l'irruption donc ça c'est la part des emplois indépendants en France. Vous voyez, on est passé de 11%, on se promène aux alentours de 14% aujourd'hui. C'est en grande partie la politique de développement de ce qu'on appelle l'auto-entrepreneuriat, qui a bien fonctionné, enfin bien fonctionné en termes de dynamique de l'emploi, et qui accompagne aussi des transformations liées au numérique. C'est-à-dire une grande partie de l'économie des plateformes en France se repose sur ces travailleurs indépendants. Donc, vous voyez un portrait qui est quand même en quelque sorte mitigé, c'est-à-dire qu'à la fois, il y a sur le front de l'emploi, certes, il y a la précarité, mais il y a quand même voilà, massivement des créations d'emplois en Europe et y compris en France. Mais tout cela avec par derrière un versant sur travail, salaire, où il y a des difficultés. Et alors, ces difficultés, alors même qu'on est face à des enjeux, alors on en a parlé, à la fois l'enjeu démographique et l'enjeu climatique. Alors, l'enjeu démographique, il est présent en France sur les questions travail, euh, comme ailleurs sur deux dimensions. À la fois, on a un vieillissement de la population en âge de travailler, donc éventuellement une baisse de cette population en âge de travailler. Et puis, on a à devoir traiter l'accompagnement de notre population vieillissante, que ce soit le maintien en autonomie des personnes âgées, comme la problématique cette fois-ci, de la perte d'autonomie, de la dépendance, et de s'occuper donc de nos anciens. Alors, sur ces enjeux démographiques, la France a quand même un petit avantage par rapport à d'autres. Alors certes, là, pour le coup, notre natalité chute, mais demeure quand même présente. Et si on se compare par rapport, par exemple, à l'Allemagne, eh bien, donc on a les deux grandes économies européennes. Alors j'ai pris exprès 2020 parce qu'il y a l'affaire enfin pas l'affaire, enfin, il y a la problématique des réfugiés ukrainiens qui ont fait des déplacements de population.
et qui, on va espérer que la paix revienne et ces populations, a priori, devraient revenir dans une Ukraine en reconstruction. Donc c'est bien de prendre 2020. Et vous voyez, donc là j'ai pris 3 tranches d'âge, les 0-19 ans, les 20-39 ans, les 40-59 ans. Donc si vous décalez de 20 ans, ça veut dire que, et s'il n'y a pas d'immigration, donc on met une immigration à zéro, ça signifie que pour l'Allemagne, les cases vont se décaler comme cela. Donc là, vous avez les personnes qui travaillent, enfin, qui sont en âge de travailler, donc vous avez 20 plus 24 millions, donc même un petit peu plus. Donc on est à 45 millions de personnes en âge de travailler. Vous décalez celle-là, elle passe là, hop, vous perdez 4 millions. Et vous décalez celle-là, vous perdez 4 autres millions. Donc l'Allemagne, en 20 ans, va perdre, s'il n'y a pas d'effet d'immigration, 400 000 personnes en âge de travailler tous les ans. C'est un choc absolument considérable. Et vous voyez, la France, là, c'est parce qu'on a eu notre baby boom, notre mini baby boom, mais le déplacement, il est moins dramatique. On est à 4 fois moins d'effets que l'Allemagne. Donc voilà, la France est relativement préservée sur ce plan-là. Alors, il n'empêche, voilà, il reste quand même le fait qu'on a une population qui est vieillissante, la problématique de donc l'autonomie à nouveau qui est présente. Et l'autre grand enjeu, c'est celui du changement climatique, où il y a à la fois 2 aspects. Il y a un aspect qui est celui de la transition vers une économie décarbonée, et puis celui de l'adaptation. Peut-être qu'on reviendra lorsqu'on discutera, mais on peut, face à ces 2 grands enjeux, il peut y avoir une réaction technosolutionniste, c'est-à-dire que voilà, finalement, à travers la technologie, qu'on va arriver à résoudre ces 2 grands enjeux. L'autre vision que l'on peut avoir, c'est que lorsque vous réfléchissez à un problème de la dépendance, comme celui de l'adaptation ou de la transition, centralement, on va avoir besoin de travailleurs qui vont pouvoir remplir ces besoins. Donc ça pose des problématiques en amont, avoir une véritable réflexion sur, alors on va avoir à la fois des travailleurs qui sont déjà en emploi sur la formation permanente, mais aussi la formation initiale sur les besoins de main-d'œuvre pour répondre à ces défis. Et dans un monde où finalement on voit bien tout ce qui peut être limite d'une dynamique au niveau international ou national. On voit bien la COP, c'est pas extravagant ce qui est le résultat de la COP. Voilà, même au niveau, le Green Deal européen, il s'effrite avec la nouvelle composition à la fois de la Commission et du Parlement, les difficultés budgétaires françaises. Bon, finalement, c'est peut-être l'échelon territorial qui va être celui qui va être peut-être le plus pertinent pour répondre à l'ensemble de ces enjeux et de mobiliser l'ensemble des acteurs, ce qui signifie en fait une collaboration à la fois des collectivités locales, des administrations, des entreprises, des salariés, et cela à travers les organisations patronales, les organisations syndicales, une renaissance d'un dialogue social autour de ces enjeux pour arriver à innover et finalement voir que à travers aussi chaque travailleur, il y a une capacité de faire remonter des idées, des innovations face à ces défis. Alors, donc ça, c'est d'une certaine manière ma conviction, mais aussi parce que je pense qu'on surestime les aspects technologiques. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire sur technologie. Je fais vraiment une sélection. C'est l'IA et on va parler aussi un petit peu de télétravail, puisqu'on va y revenir enfin, ça va être les deux thèmes. Alors, il y a en France des techno-optimistes, en quelque sorte,
notamment un de mes collègues, et d'ailleurs co-auteur, Philippe Aghion, bon, on n'est pas d'accord donc ensemble, mais c'est pas grave, qui est un des co-auteurs donc de ce rapport qui est l'IA, notre ambition pour la France. Et donc, ils sont globalement très optimistes. Donc là, je vous prends, donc c'est le point 1.3 de ce rapport. Voyez, l'IA nous rendra-t-elle plus prospères? Donc, vous voyez, retour du terme prospérité. Hein. Donc, il y a, voilà, ça fait écho avec ce qui avait été la promesse des années 1990. Eh bien, la réponse, c'est certainement. Voilà, certainement, car l'IA va nous rendre plus productifs. Et puis, il y a un chiffrage, bon, ça, c'est toujours l'art des économistes. Donc, dans 10 ans, voilà, c'est toujours les promesses qui arrivent. Le PIB de 250 à 420 milliards, c'est précis, hein, enfin, c'est à la fois large, mais précis. Bon, ça, aurait pu dire 250 à 450, donc 420. Bien. Alors, je ne vais pas dire que l'IA n'est pas présente, elle est même déjà présente. Hein. Vous utilisez votre smartphone et il arrive à cadrer le visage, c'est de l'IA qu'il y a derrière. Voilà, elle est déjà présente, on l'utilise déjà, et nous-mêmes comme universitaires, on l'utilise, voilà, ces outils d'IA. Donc, c'est en soi une réalité. Mais il ne faut pas, voilà, qu'est-ce qu'elle peut changer, voilà, elle va très probablement engendrer des mutations du travail, mais pas nécessairement apporter des solutions aux enjeux que l'on a pu voir précédemment. Même, elle peut apporter des risques supplémentaires parce qu'on ne peut pas dire que l'IA soit très, très frugale, par exemple, d'un point de vue énergétique. Mais surtout, voilà, fondamentalement, elle rencontre un monde qui est nettement plus complexe. Alors, on commence à avoir un petit recul avec le cas du Japon. Pourquoi? Parce que le Japon est un pays qui, lui, faisant face à ces enjeux démographiques de manière encore plus aiguë, au Japon, c'est carrément 20 millions, enfin, 1 million de travailleurs de moins, enfin de travailleurs potentiels de moins par an. Voilà, c'est ça le schéma, le schéma japonais. Eh bien, il y a déjà depuis plusieurs années cette idée, on va utiliser pour s'en sortir de notre hiver démographique la technologie, les robots, l'intelligence artificielle et les mettre ensemble. Et notamment dans un champ, hein, voilà, puisqu'on va parler d'autonomie, j'ai pris un exemple. Il y a beaucoup de travaux qui sont menés actuellement sur le Japon, voilà, justement pour se projeter. Donc là, je pique en quelque sorte les travaux d'un anthropologue qui est James Wright, qui est un des grands spécialistes de l'usage des robots. En fait, il était d'abord, il est maintenant aux États-Unis, mais il était prof à Hong Kong, de l'usage des robots au Japon, mais c'est robots vraiment liés à l'IA. Et donc, vous voyez, le titre de son ouvrage est très clair, c'est « Les robots ne vont pas sauver le Japon ». Et notamment, il a de très longs développements sur le cas des maisons de retraite, enfin des EHPAD japonais. Donc les EHPAD japonais où le Japon a besoin des EHPAD parce que comme ils ont besoin de travailleurs, il ne faut pas que ce soit la famille qui s'occupe des personnes âgées, sinon les personnes ne peuvent pas travailler. Donc il faut mettre les personnes âgées dans des EHPAD, mais dans les EHPAD, il y a besoin quand même de travailleurs, notamment de travailleuses, pour s'occuper des personnes âgées et des soins. Et donc, il y a un développement de toute une série de robots. Donc là, voilà, c'est une photo de James Wright que je lui ai piquée, hein, donc, qui est, donc vous voyez, des personnes âgées en mobilité réduite, très clairement, et qui sont avec un robot qui est un robot d'animation, donc à la fois pour leur faire des activités, on va dire, voilà, sportives, mais aussi qui est donc un robot qui connaît par cœur toute la culture japonaise, toutes les chansons japonaises de l'époque, et qui aussi les fait chanter, etc. Bon, alors c'est un des types de robots. Il y a d'autres types de robots qui ont été mis en œuvre, des robots de levage. Tout cela, et l'idée étant finalement, on va libérer du temps pour les travailleurs. Et notamment les travailleuses, donc vous voyez, qui sont voilà, au fond, alors là, bon, masquées, mais ça c'est. Bon. Donc, ça, c'est une chose, et il y avait l'idée, ça va attirer beaucoup de salariés vers ce type de métier, voilà, de mettre des robots finalement. Et ce que montre James Wright, c'est que les choses ne marchent pas comme ce qui avait pu être prédit. C'est-à-dire que typiquement, les robots de levage eh bien, sont très mal vus par les familles des résidents. C'est-à-dire qu'ils disent, mais c'est quand même affreux, c'est un robot qui va
tourner mon père, aider à faire la toilette de mon père, voilà, non, je veux que ça soit un humain. Donc il y a une forme de rejet du côté des familles. Donc ces robots sont finalement relativement peu utilisés. Et puis ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a ces robots-là qui effectivement permettent de faire gagner beaucoup de temps au personnel, eh bien, leur retirent ce que ces personnels considéraient comme la partie la plus humaine de leur travail, c'est-à-dire l'interaction, une interaction collective, une animation avec les personnes âgées. Et donc, ce que montre James Wright, c'est que, au contraire, en fait, ce qui devait libérer les travailleurs, ça, notamment ces travailleuses, en fait, les cantonne aux tâches les plus physiques. Et donc, l'absentéisme continue à croître, les difficultés de recrutement continuent à croître, et finalement, cette expérience continue, il y a avoir des robots, mais n'a pas été une solution aux difficultés japonaises. Donc, ce que je veux dire, c'est que, voilà, on a des technologies qui ont des potentialités, mais si voilà, on ne réfléchit pas suffisamment à leurs usages, eh bien, on peut aller très très loin à de ce qui pouvait être la vision initiale. En tout cas, c'est assez frappant, si vous voulez, les difficultés que peut avoir le Japon voilà, ne dessinent pas nécessairement un horizon où c'est très aisé d'utiliser ces technologies pour gagner, pour résoudre les enjeux auxquels on fait face. Alors, je vais prendre encore 1 ou 2 minutes sur la question du télétravail, parce que c'est très à la mode et qu'on va parler de télétravail. Et je vais même oser parler un petit peu de Corse, bon. Alors, le télétravail, donc là, je fais une nouvelle pub pour l'INSEE. Donc l'INSEE va alors il se trouve que je suis aussi engagé avec l'INSEE sur ce type de travail. Il va y avoir donc toute une série de publications l'année prochaine sur le télétravail globalement en France, et puis ça va être déployé par territoire. Donc il y aura des focus qui seront donnés par les différentes INSEE régionales, tout ça dans les 6 mois qui viennent, en quelque sorte. Donc je vais vous donner en avant-première, puisque je suis impliqué dans un de ces travaux, sur un élément national. Donc là, on peut suivre en fait au mois par mois, mais là je vous le montre par trimestre, l'évolution de la part des travailleurs, des salariés en télétravail, à la fois dans le public et dans le privé. Je vous montre que le privé, là, donc c'est France entière. Donc si vous regardez ici donc à votre gauche, donc, vous avez la proportion de télétravailleurs. Alors évidemment, ça a baissé depuis la crise, la fin de l'état d'urgence sanitaire, mais vous voyez, il est ici. Et après, on a une forme de stabilité. Vous voyez, on est aux alentours d'une. Alors, il doit y avoir un problème d'échelle là à nouveau. Je ne sais pas pourquoi. Oui, non, c'est celui-là que vous devez regarder. C'est le bleu. Donc ça, c'est bon. Le bleu, c'est la proportion vis-à-vis du reste. On est aux alentours de 22%. Donc c'est celle-là qu'il faut regarder. Et c'est très stable de télétravailleurs aujourd'hui en France. Et on a même le point qui est le T3 2024, donc en fait jusqu'au mois de septembre, et ça ne bouge pas, c'est toujours la même proportion. Donc on est aux alentours de 22% de télétravailleurs. Alors l'échantillon pour la Corse, c'est tout petit, donc on ne peut pas vraiment dire quelque chose, mais quand même, on est quand même très très loin du télétravail sur le continent. On est plutôt aux alentours de 10% qu'aux alentours de 22%. Alors, si on prend France entière, il y a aussi une région qui est l'Île-de-France qui se distingue, parce que l'Île-de-France, elle est plutôt aux alentours de 35-40%. Le reste du territoire continental aux alentours de 17-18%. Et puis, donc, en Corse, on est en deçà pour le secteur privé. Et si vous regardez, donc ça c'était excusez-moi, mais justement mes barres jaunes, là c'est le nombre de jours moyens de télétravail, et on est aux alentours de 2 jours de télétravail dans la semaine. Vous voyez quelque chose aussi qui est extrêmement
extrêmement stable. Alors, dans ce monde-là, il y a un petit pourcentage qui est un pourcentage de l'ordre de, voilà, il y a 2% des travailleurs en France qui sont aujourd'hui pour prendre un terme anglais, en full remote, c'est-à-dire 100% télétravail. Bon, en fait, dans ces 2%, il y en a 1% qui sont vraiment tout le temps en 100% 100% télétravail. Et puis, vous en avez 1% qui ont des moments où ils sont à 100% télétravail et puis ils reviennent sur le lieu de travail. Bon, ce que l'on a, on a à peu près le même type d'enquête en Allemagne, on obtient à peu près la même chose. Donc, on peut dire que globalement en Europe, donc si vous vous souvenez, il y a de l'ordre de 200 millions de travailleurs en Europe. Vous en avez en gros 2% fois, voilà, fois 200 millions. Vous avez 4 millions de purs télétravailleurs, en fait, en quelque sorte, dont, voilà, en Europe, dont 2 millions qui sont vraiment, vraiment à 100%. Alors vous allez me dire, c'est pas énorme, mais en fait, c'est quand même assez gros. Enfin, c'est une population qui est complètement mobile, qui pourrait être absolument n'importe où pour ces 2 millions et pour les 2 autres millions qui peuvent de manière, voilà, régulière venir où ils veulent en quelque sorte, en Europe ou peut-être au-delà. Alors, donc il y a un terme qui apparaît, notamment enfin voilà, de plus en plus dans le monde académique, enfin ce qu'on appelle c'est un condensé de vacances, vacation et de work. Ça donne workation. Voilà, on est à la fois dans un lieu de vacances, en quelque sorte, où on a une condition de vie qui est agréable et où, voilà, éventuellement, enfin, voilà, le week-end, on est vraiment en vacances, en quelque sorte, et on est en même temps en train de travailler. Alors, pourquoi tout n'apparaît pas une fois de plus, je ne sais pas. Plomph. Voilà. Et c'est quelque chose qui a attiré, alors je ne sais pas, voilà, à nouveau, je ne connais pas s'il y a vraiment une stratégie encore, mais il y a donc des tentatives locales d'attirer ces travailleurs nomades et cela dans des territoires nettement plus périphériques que la Corse, qui sont les Canaries comme Madère. Alors, je ne dis pas que c'est en train de fonctionner, mais en tout cas, voilà, j'ai des collègues qui suivent ces questions-là pour voir voilà, comment ça va fonctionner. Alors, Madère en particulier, c'est quelque chose d'intéressant hein, qui peut c'est là pour ça que je termine un petit peu titiller. Finalement, Madère, c'est pas une grosse île, voilà, c'est même plus petit que la Corse en termes de superficie. Il y a des montagnes aussi, c'est pas facile de rouler à Madère. La population est à peu près du même ordre de grandeur. Pour ça, je compare pas avec les Canaries qui sont nettement plus populeux et avec une industrie puissante, etc. Et alors, j'ai volontairement parlé des meublés style Airbnb. Voilà, lorsqu'on fait la comparaison, on pourrait dire bah, finalement la Corse pourrait faire la même chose que Madère, mais il y a quand même des différences fondamentales. Et dans ces différences fondamentales, on le voit par exemple donc, dans les nuitées type Airbnb qui typiquement là où, vous voyez, la catégorie de nomades, ceux qui viennent que pendant 15 jours et puis qui repartent, vont se loger parce qu'ils ont besoin d'un logement qui est vaste, eh bien, on a pour Madère une situation, alors j'ai pris 2 mois, mais en fait, c'est l'ensemble de l'année, quelque chose qui est nettement plus lisse. C'est une île qui cherche à être ouverte toute l'année en quelque sorte. Alors, il y a un facteur climatique qui joue, mais pas que. Voilà, c'est une stratégie de cette île d'être ouverte toute l'année. Et vous voyez le contraste spectaculaire, vous voyez, par rapport à la Corse, où bon, il y a une problématique meublée par ailleurs, hein, pour en parler, mais vous voyez, il y a 3 fois plus de nuitées, alors qu'on n'est pas du tout sur le même type de ratio de population. Hein, c'est à peine différent entre Madère et la Corse. 3 fois plus de nuitées pendant le cœur de l'été, c'est vrai autant en juillet, en juin, etc. Mais en revanche, vous voyez, c'est très spectaculaire. On est sur du 1 à 30 entre le cœur de l'été et puis, voilà, j'ai pris novembre parce qu'on était au mois de novembre. Mais voilà, en miroir, ça signifie que quand même, voilà, je sais, vous voyez, avec un regard totalement extérieur, je me dis, mais non, il y a en fait des potentialités qui sont absolument considérables, d'autant plus que
voilà, vous bénéficiez quand même de liaisons. C'est plus simple de venir au moins de Paris, en tout cas, de venir de Paris à Bastia ou à Ajaccio que d'aller à Madère, même depuis Porto ou Lisbonne. Donc, voilà, il y a certainement des éléments de potentialité avec aussi, et ça va parler après, est-ce qu'on peut attirer même au-delà de ces nomades individuels, des entreprises, des startups plus globalement. Voilà, alors j'ai déjà été certainement très très long, mais vraiment à nouveau pour conclure tout cela, enfin voilà, c'est ce que je vois, c'est que on peut pas se dire on va laisser faire les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire laisser les États essayer de trouver des accords globaux, laisser la technologie venir comme progrès, comme solution, voilà, finalement ça va venir tomber comme cela par les fonctionnements du marché et par la technologie et réponse à nos problèmes. Et c'est véritablement, vous voyez, c'est pour ça que j'ai parlé aussi de technologie. Il n'y a pas non plus de déterminisme technologique. Chacun peut se saisir des technologies telles qu'elles sont, des opportunités des opportunités économiques. Et c'est voilà, à nouveau, je pense, et c'est pour ça que j'ai accepté l'invitation de venir, non seulement parce que ça a été sympathique et que c'est je trouve très, très, très beau votre île, mais aussi parce que je suis personnellement convaincu que si on veut avancer sur ces grands enjeux, à nouveau, on est à la bonne échelle, avec bonne volonté de l'ensemble des acteurs qu'il faut avancer. Voilà, merci beaucoup. Merci pour ce panorama, puisqu'il y a à la fois du temps long, de l'espace géographique important qui va au-delà de la Corse. Et ensuite, merci d'avoir fait l'effort de revenir sur notre île pour analyser des éléments d'évolution possibles, dont on discutera dans un instant, évidemment, puisqu'il y a effectivement toute la question des politiques d'attractivité en la matière, avec et les effets positifs et les effets pervers que ça induit aussi sur les territoires. Bien, je passe tout de suite la parole donc à Andrea Colonne de Jellismac. Jellismac, c'est plus de 1000 salariés maintenant, c'est ça? Oui. Voilà, donc c'est pas une TPE, hein, on n'est plus dans la micro, hein, on n'est plus dans le micro là, voilà. Donc on est dans une autre dimension et je vous laisse présenter les éléments. Merci. Tout d'abord, merci de l'invitation. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais parler un peu de mon parcours, et parce que je pense que c'est important par rapport au sujet. Donc, vraiment parler de mon parcours et du parcours de Jellismac, avec le parcours d'une entreprise avec une grande croissance, et une grande croissance qu'on a fait pendant la période Covid, ce qui nous a amené à faire plein d'aménagements. Donc, juste pour parler de moi en deux mots, juste pour l'expliquer, parce que c'est, je pense, intéressant pour la présentation. Moi, j'ai fait au début tout mon parcours à Ajaccio. Après, je suis parti à Paris en école d'ingénieur, où j'ai été diplômé de l'ENS. Et après, c'est posé la question de revenir en Corse. Et quand je me suis posé la question de revenir en Corse, en 2013, l'état du marché en Corse, donc moi j'ai un diplôme d'ingé en maths, finance, informatique, et avec une spécialisation en machine learning, et donc dans toutes les technologies autour de l'intelligence artificielle, que maintenant on appelle l'intelligence artificielle de l'ENS, c'est poser la question du marché de l'emploi en Corse, et de voir si je pouvais revenir ou pas. En 2013, c'était quand même assez compliqué. En 2017, je commençais à avoir certaines offres. J'ai eu la chance par un ami à moi de la prépa, Robert Menassé, de voir avec Community du coup, et j'ai fait partie du premier programme qu'il avait appelé Volt, justement pour faire revenir les gens en Corse, et où il mettait en avant certains profils. Et là, j'ai vu que du coup, il y avait quand même quelques offres, et du coup, j'ai fait le choix de revenir en Corse, du coup, en 2017, à une époque où le télétravail, on n'en parlait pas du tout. Enfin, très très peu. Je ne vais pas dire pas du tout, parce que dans le milieu de la tech, on en parlait déjà un peu, mais vraiment pas beaucoup. Et voilà, donc je vais expliquer un peu comment ça a évolué. Pour expliquer en 2 minutes c'est quoi Jellismac, Jellismac est
une entreprise qui aide les créateurs de contenu sur Internet, donc vraiment très technologique. Le cas le plus classique, c'est on prend quelqu'un qui crée du contenu sur une plateforme, majoritairement des gens qui créent du contenu sur YouTube, et on va l'aider à rendre son contenu meilleur, à améliorer le contenu, et on va l'aider aussi à mieux le diffuser et mieux le diffuser sur toutes les plateformes. Voilà. Et la tech de Jelly Smack a été faite complètement, le pôle technologique était complètement en Corse jusqu'à ce qu'on n'arrive plus à recruter assez en Corse, malheureusement. Et où là, du coup, on a ouvert à Paris. Puis après, on a ouvert aussi à New York. D'ailleurs, pour l'anecdote, on a ouvert le bureau de New York avec un Corse qui était parti à New York, pendant ses études et qu'on a recruté là-bas. Et après, on a créé donc Paris, qui a grossi fortement. On a aussi eu Londres et Bucarest, parce qu'on a racheté une entreprise technologique à Bucarest. Donc on s'est beaucoup globalisé. Et là où c'est important de le montrer par rapport au télétravail, c'est que du coup, on a dû s'adapter et adapter tout notre travail à travailler du coup dans plein de bureaux différents, à plein de zones et de fuseaux horaires différents. Et ce qui nous a aidé, je pense, en tout cas, à beaucoup mieux travailler dans une condition de, alors, sans parler de l'époque Covid, mais même après le Covid, à plus de 90% des gens qui télétravaillent dans l'entreprise. Donc, pour donner quelques chiffres sur Jelly Smack, c'est des chiffres qui datent un peu, mais qui n'ont pas beaucoup évolué. C'est des milliards de vues par mois sur les réseaux sociaux. On fait la plupart de nos vues aux États-Unis. 125 millions de personnes aux États-Unis qui voient au moins un de nos contenus par mois. Donc, on est premier en audience US. Et on a plus de 500 créateurs qu'on aide à faire du contenu et à diffuser ce contenu sur les différentes plateformes. Donc, je vais rentrer dans les détails des chiffres du télétravail. Alors moi, j'ai zoomé du coup sur le télétravail dans les entreprises technologiques. C'est pour ça que vous verrez, mes chiffres ne sont pas les mêmes que ceux de Monsieur Askenazi. Ils sont beaucoup plus zoomés sur un marché plus petit et sur un marché qui peut télétravailler à 100%. Il n'y a quasiment que des emplois qui peuvent télétravailler à 100% dans les échantillons dont je vais parler. Et je vais montrer aussi la différence avec les autres pays, encore une fois, dans les entreprises technologiques uniquement, et sur l'évolution. Donc, je vous ai mis quelques chiffres, à l'écran. Le taux de télétravail de la tech en France, donc avant le Covid, c'était 25% des salariés qui travaillaient au moins un jour par semaine. Après, donc en 2020, évidemment, pendant le Covid, c'était plus de 95% des employés. On n'a pas de chiffre exact, mais on parle de entre 96 et 98% des gens. Et en 2023, 81% des salariés avaient toujours au moins un jour par semaine de télétravail. Et si on regarde ce que veulent les salariés, dans une étude qui a été faite en 2024 d'une des plus grosses agences de recrutement en France dans le milieu de la tech, 84% des gens veulent absolument avoir au moins un jour de télétravail par semaine et que ce soit écrit et que, idéalement, l'entreprise puisse pas revenir dessus, parce qu'on a eu plein de sujets. Et j'ai mis d'ailleurs une photo des salariés d'Ubisoft en grève, mais donc 84% des gens. Et alors, ça peut paraître beaucoup, mais ce que je trouve qui le montre encore plus, c'est alors qu'en France, le salaire est quand même un des critères sur l'emploi des gens, ils le mettent devant le critère du salaire. Donc, on voit vraiment qu'il y a vraiment cette envie chez les gens de télétravailler. On voit aussi que 50%, d'après la même étude, 50% des gens se disent prêts à démissionner si dans leur travail actuel, on passe à 100% de jours au bureau. Et 65% des gens aimeraient être à 100% de télétravail. Alors, je vais nuancer juste un peu ce chiffre de cette étude, parce que dans l'étude, c'est vraiment veulent avoir la possibilité d'être à 100% en télétravail. Ça ne veut pas dire qu'ils veulent travailler de chez eux 100% du temps, mais ils veulent en avoir cette possibilité. 32% des gens veulent absolument qu'il y ait des jours de présentiel donc au travail, et
des jours de travail depuis chez eux et 3% seulement des gens dans les entreprises technologiques veulent être 100% du temps au bureau. Quand on creuse aussi un peu, ces gens qui veulent être 100% du temps au bureau, c'est souvent des gens qui ne peuvent pas travailler dans de bonnes conditions chez eux. Il y a un peu de problématiques, il y a un peu de problématiques de gens qui veulent vraiment faire ça, mais il y a surtout des gens qui ne peuvent pas travailler depuis chez eux pour plein de raisons. Ça peut être la connexion chez eux, ça peut être voilà, l'environnement de travail qui est pas bon depuis chez eux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas du tout qui ont les bonnes conditions, mais en tout cas, c'est pour nuancer un peu les chiffres. Et si on regarde un peu, il y a une étude qui est sortie récemment, il y a 2-3 mois, sur la moyenne, donc sur l'UE 27, encore une fois sur les entreprises technologiques, du pourcentage des gens qui télétravaillent au moins un jour par semaine de manière stable sur l'année. Donc on voit un peu ces chiffres. La France fait partie de ceux où il y en a quand même beaucoup. Vous voyez les chiffres là, mais c'est plus d'un tiers donc des Français qui travaillent dans les entreprises technologiques. On est à plus d'un tiers. Les seuls pays qui font mieux, entre guillemets, en termes de télétravail sont les pays encore plus au nord. Donc voilà, que ce soit Finlande, Suède, etc., qui télétravaillent encore plus que nous et qui ont aussi cette habitude de télétravail. Il y a aussi beaucoup plus de télétravailleurs à 100% du temps, chez eux. Et donc, comme je disais avant, j'ai mis une photo montrant Ubisoft, la grève à Ubisoft qui a été déclenchée donc, par les syndicats après que Ubisoft a demandé aux gens de revenir 100% du temps au travail, alors qu'ils avaient embauché des gens dans toute la France en leur promettant de rester en télétravail. Il faut savoir que souvent, les chartes de télétravail dans les entreprises peuvent être modifiées unilatéralement par l'employeur. Donc, c'est ce qui peut amener à ce genre de situation. Donc ça, c'était juste pour vous faire un petit peu panorama sur l'Europe et avec des chiffres aussi sur la tech en France. Donc, vraiment en zoomant que sur les entreprises technologiques. Maintenant, pour faire un parallèle et pour que mon témoignage ait encore plus de sens, faire un parallèle avec Jelly Smack, parce que je pense qu'on est assez représentatif. Donc là, je vais parler surtout de mes équipes. Donc moi, je dirige le pôle data et intelligence artificielle de Jelly Smack. Et voilà, je vais zoomer sur mes équipes pour être sûr des chiffres que je vous donne et des dates exactes. Donc avant, on n'était que à Corté et que en 100% présentiel avant 2018, avant juin 2018. En juillet 2018, on a commencé à embaucher des gens à Paris. Donc, on a commencé à être multi-bureaux, ce qui nous a déjà obligés à avoir des bonnes pratiques de travail à plusieurs bureaux et dans plusieurs lieux. En 2019, on a commencé à ouvrir des bureaux un peu partout et commencer à autoriser le télétravail 1 à 2 jours par semaine. Principalement, donc c'était mercredi et vendredi, principalement, où on a en plus synchronisé les jours de télétravail. Du Covid à août 2023, on a ouvert des bureaux partout, comme je disais tout à l'heure. On a aussi pris des cowork parce que les gens avaient quand même envie de revenir voir des gens. Donc il y a beaucoup de gens qui étaient en télétravail et par exemple, ne serait-ce qu'en Corse, alors qu'on avait les bureaux à Corté, on a aussi pris cowork à Ajaccio, aussi à Bastia. Pour que les gens puissent aller au bureau et avoir des gens au bureau juste à côté de chez eux. C'est assez drôle, ils voulaient absolument revenir au bureau, mais ils voulaient absolument pas refaire la route comme ils le faisaient avant le Covid, de monter à Corté. Donc voilà pourquoi on a trouvé cette solution-là, avec aussi la chance, même si j'en parlerai après sur les problématiques que je trouve qu'on a sur les cowork, mais avec aussi la chance quand même qu'on avait des cowork qu'on a trouvé facilement, que ce soit à Ajaccio ou à Bastia, et à des prix qui n'ont rien à voir avec les cowork parisiens. Et depuis août 2023, et beaucoup à la demande des employés, alors pas de tous les employés, mais d'une grande majorité des employés, plus de 80%, on a remis des jours de présentiel, donc des jours à aller au bureau pour ceux qui habitent proche du bureau, pour ne pas avoir aussi ces problématiques de bureaux vides qui peuvent être assez déprimants. Quand on a un plateau de plus de 800 mètres carrés à Paris, je ne parlerai même pas pour des problématiques de coût, mais qu'il n'y a que 10 à 15 personnes qui vont dedans, c'est assez déprimant pour les gens qui y vont et ça ne donne pas du tout envie d'y revenir. Donc, de tous ces constats,
de tous ces constats, je voulais du coup en parler un peu sur la Corse et ce qui pour moi va être les défis des prochaines années pour les entreprises technologiques. Alors quand je dis technologique, c'est parce que je veux vraiment zoomer sur ce que je connais, mais je pense que ça s'applique à toutes les entreprises où les gens peuvent faire le travail en télétravail. Déjà pour donner quelques chiffres, donc avec le temps, on a eu des gens qui sont partis de Jellismac évidemment, mais plus de 80% des départs sont vers des entreprises qui ne sont pas en Corse du tout. Donc ça veut dire que sur la concurrence, que ce soit en termes de salaire, que ce soit en termes de tout ce qu'on veut, la concurrence, elle est plus entre les entreprises corses sur les gens qui télétravaillent depuis la Corse. Elle n'est pas du tout, envers ces entreprises-là. Pour vous citer quelques exemples, il y a des entreprises à Bordeaux, des entreprises en Finlande, et des entreprises en Suède qui ont débauché des gens qui télétravaillent depuis la Corse. 15% des postes sont en hybride. Ce que j'appelle hybride, c'est donc des jours de présentiel au bureau obligatoire entre toutes les 2 semaines à peu près. Et d'ailleurs, je vais en parler après dans l'accessibilité. Et comme je disais avant aussi, 12% vers des entreprises internationales. Donc, c'est même pas que la concurrence, elle est plus du tout juste avec les entreprises corses pour le marché du travail, mais c'est vraiment, elle est plus du tout même avec les entreprises françaises, elle est vraiment à l'international. Et sur ce sujet-là, si on veut télétravailler depuis la Corse sur une entreprise dont les bureaux principaux ne sont pas basés en Corse, se pose un sujet d'accessibilité. Je vais vous donner un exemple. Il y a une personne de mon équipe qui est partie travailler pour une entreprise qui est à Bordeaux. Aller à Bordeaux, c'est très facile pendant la saison. C'est beaucoup moins facile. C'est beaucoup moins facile à l'année parce qu'en plus, il y a très peu de choses qui sont faites pour que ça se passe bien, les vols en correspondance, et que ça ne perde pas beaucoup de temps. Si on va perdre la journée de travail pour monter à Bordeaux, ça va être un problème, par exemple. Et après, je parle aussi d'accessibilité en Corse. Donc nous, on avait choisi de mettre nos bureaux principaux à Corté pour être à côté de l'université. C'était vraiment un parti pris. Donc au début, les bureaux, le CTO avant était M. Nicolas Alphonse. Et moi-même, on n'avait aucun attache, ni l'un ni l'autre, de base à Corté. Mais on a choisi de mettre les bureaux à Corté pour se mettre à côté de l'université. C'était vraiment un parti pris. Et on s'est rendu compte de quelque chose, c'est quand on faisait venir des gens du continent en Corse, une fois qu'ils arrivent à Bastia ou une fois qu'ils arrivent à Ajaccio, il faut encore rallier Corté et c'est pas si simple que ça, notamment sans voiture. Et il y a beaucoup de gens, notamment à Paris, qui n'ont pas de permis. Et du coup, on s'est retrouvé dans des problématiques là-dessus où au final, on a souvent fini par aller chercher les gens. C'était plus facile. Et sur les espaces de coworking, aujourd'hui, on n'a pas vu d'espace coworking depuis que je travaille à JDSMAC en Corse 2017. On n'a pas vu d'espace de coworking tenir dans le temps. Moi, personnellement, j'adorais le coworking La Chapelle à Bastia. Le cadre, je le trouvais incroyable. C'est plus un espace de coworking, c'est un espace maintenant pour faire des réunions, pour faire des séminaires, etc. Mais c'est plus un coworking à l'année. À Ajaccio, on a la chance de Ajaccio, on a Good Barber qui sert de coworking et là c'est stable. Mais sinon on n'a pas trouvé d'endroit stable et même à Corté pendant un moment on cherchait à changer de locaux pour trouver plutôt du coworking pour enlever cet aspect les locaux sont vides. L'avantage du coworking c'est qu'il y a du monde tout le temps et c'est quelque chose qu'on n'a pas trouvé non plus sur Corté. Donc ça, c'est pour moi quelques défis. Sur aussi les défis, c'est que c'est pas si facile d'avoir une entreprise qui marche bien en télétravail. C'est pas parce qu'on avait une entreprise qui marchait très bien sans qu'il y ait de télétravail dans l'entreprise que c'est une entreprise qui marchera bien en télétravail. Donc il y a plusieurs choses à faire pour ça. J'ai cité ce qui pour moi sont les principaux changements entre une entreprise qui marche bien et une entreprise qui marche bien en télétravail. Il y a l'importance de la documentation et l'importance de faire de la communication asynchrone, parce que du coup, en télétravail, ça veut aussi dire que ce n'est pas forcément les mêmes horaires exacts chez toutes les personnes. Et aussi, on ne veut pas perdre du temps à être 20 heures par semaine en réunion, ce n'est pas l'objectif. Donc, il faut faire beaucoup de documentation et de communication écrite et asynchrone. Les rituels d'équipe, j'ai bien marqué en visio et en physique, parce que pour moi, c'est pas parce qu'on est en 100% du temps en télétravail que ça veut pas dire qu'on voit jamais ses collègues et qu'on n'organise rien.
Voilà, même à JSMAC, on n'a pas trouvé, je pense, la formule parfaite, mais là, pour le moment, on est sur une fois toutes les 4 semaines, 2 jours, ou une fois toutes les 6 semaines, 3 jours. On oscille un peu entre ces 2 modes de fonctionnement, mais c'est important aussi que les gens se voient et qu'il y ait d'arriver quand même à créer de la cohésion d'équipe en télétravail, ce qui est pas facile, ce qui est vraiment un enjeu. Ce qui est vraiment un enjeu. Heu, on parlait tout à l'heure d'outils pour suivre et monitorer ce que font les gens. Ça c'est aussi un sujet, surtout sur les managers qui managent depuis longtemps et qui n'ont pas forcément été habitués à ça, et dire: «Je le vois pas travailler» ou «Je ne la vois pas travailler», et vérifier que tout va bien quand même, dans l'objectif. Donc ça, c'est voir quels outils on met en place pour surveiller, pas forcément surveiller justement, mais pour, monitorer, être capable de voir un peu la productivité quand même des équipes en télétravail. C'est pas forcément les mêmes outils que sur les équipes qui sont en présentiel. Hem Et l'équilibre vie pro, vie perso, les gens ont tendance à croire il y a souvent des gens qui ont cet a priori qu'on travaille moins en télétravail. Les chiffres montrent que c'est complètement l'inverse. Toutes les études montrent que c'est complètement l'inverse, et aussi, c'est assez dur d'avoir une barrière entre vie pro et vie perso, parce qu'on est à la maison, l'ordi, il est branché en 1 minute, et voilà, faut pas non plus déborder sur, faire des réunions, que ce soit trop tard, ou voilà, ça venait pas forcément à l'idée aux gens de faire des réunions à 20h quand il y avait pas de télétravail. En télétravail, il y en a qui peuvent s'amuser à mettre des réunions à n'importe quelle heure, que ce soit le soir ou le matin très tôt, dans l'autre sens. Et on parlait un peu aussi en un mot juste, mais ça emmène aussi des problématiques d'infrastructure et de sécurité, à la fois des données, des échanges, des communications, et de tout ça. Ça, c'est pour parler un peu des défis pour installer le remote proprement. Hem, Après, je voulais parler quand même ce que moi je vois dans les opportunités et donc dans les très bons points pour la Corse. J'ai réussi à trouver des chiffres sur les raccordements fibres. C'est 242 000 prises fibres installées, donc 78 des logements. Maintenant, j'ai des gens qui télétravaillent depuis des endroits où je pense qu'avant, c'était pas possible, et quand je dis avant, c'est il y a quelques temps, vraiment il y a pas longtemps. J'en ai depuis Lévis, depuis le Niol, ou depuis un peu partout. Voilà, que ce soit avec les raccords fibres, c'est aussi un peu des fois avec la connexion satellitaire, mais dans les 2 cas, maintenant on a des solutions pour ça. Et je vais donner des statistiques sur l'université et sur les retours en Corse. Donc nous, sur les juniors qu'on a embauchés, on a embauché quasiment que des juniors qui sortaient de l'université de Corse. Donc 30, on a à peu près un ratio de un peu moins de 30 de juniors, mais tous les juniors sortaient de l'université. Voilà, donc sur des parcours où on a eu la chance quand même de travailler avec l'université sur les parcours, c'était quoi les cours, etc. On a beaucoup travaillé avec Sébastien Simoni aussi, on a beaucoup travaillé sur ces sujets-là avec l'université. Et aussi, on a fait pas mal revenir de gens en Corse, donc des Corses qui travaillaient pas en Corse, qui travaillaient, que ce soit à Paris, à Bordeaux, à Toulouse ou quoi, qu'on a fait revenir s'installer en Corse. Et pour le moment, il n'y a pas eu de cas de gens qui ont quitté Jelly et qui sont repartis de Corse. Ils ont tous réussi, en tout cas, même quand ils voulaient quitter Jelly, à rester travailler depuis la Corse. Voilà, et voilà un peu tous les chiffres que je voulais vous donner, et mon retour d'expérience sur le télétravail depuis la Corse. C'est particulièrement intéressant parce que c'est du très, très concret. C'est une entreprise qui a réussi, qui embauche des Corses, qui bénéficie effectivement des avancées technologiques, qui bénéficie de la fibre aussi, du coup. C'est clair. Donc, on y reviendra tout à l'heure avec des questionnements, mais c'est vraiment très, très intéressant et on tenait vraiment à vous faire partager cette expérience parce que il y a quelque temps, il y a un travail qui a été fait de l'OCDE sur l'attractivité de la Corse l'an passé et qu'Andrea avait accepté de faire partie du panel des socioprofessionnels qui étaient associés à ce travail-là. Voilà, et c'est à ce moment-là, moi, que je l'ai découvert et je voulais partager avec vous cette histoire, cette belle histoire. Voilà. Alors, dernière intervention, ne partez pas rester, s'il vous plaît, parce que là, c'est ce qui va se passer dans quelques temps pour beaucoup d'entre nous. Voilà, donc le vieillissement de la population
et comment on aborde les questions d'emploi, de métier, lorsqu'on va avoir une population vieillissante, parce que ça, c'est un trend auquel on n'échappe pas. Voilà, quelles que soient les politiques d'attractivité qu'on pourrait mettre par ailleurs, je crois qu'on n'échappera pas à cette tendance lourde. Voilà, vous avez la parole. Donc, je rappelle que Marie Tchanelli est directrice, en particulier directrice de l'autonomie. L'autonomie, évidemment, des personnes âgées. Hein. Voilà. Vous trompez pas de débat ce soir. Voilà. Et donc, à la collectivité de Corse, et elle est notamment le porteur du projet pilote en matière de gérontopôle. La question du gérontopôle qui est essentielle. Merci Madame la présidente. Alors voilà, la thématique de mon intervention donc, porte sur le travail face au vieillissement de la population en Corse. Alors je vous propose de débuter par une rapide présentation des données démographiques afin d'illustrer le phénomène de vieillissement de la population sur notre île. J'évoquerai ensuite le nouveau regard que l'on porte sur les enjeux du vieillissement pour passer d'une contrainte à une opportunité. Avant de traiter plus directement de la question du travail comme un élément clé de la politique du bien vieillir en Corse, mais plus globalement sur d'autres territoires également. Et enfin, je vous proposerai d'évoquer quelques leviers identifiés pour accompagner les mutations des métiers de l'autonomie sur notre île. Alors, débutons par quelques chiffres clés. Donc, toutes les données sont issues d'études INSEE. Alors, nous savons tous que la Corse est un territoire vieillissant, la présidente l'a rappelé, mais il me semblait tout de même important d'illustrer cela par des données et pour en prendre aussi collectivement la mesure. La Corse aujourd'hui, en tout cas des données de 2020, issues du recensement, c'est 104 000 personnes âgées de plus de 60 ans. Ça représente 30% de la population insulaire. Et donc, c'est la deuxième région la plus vieille aujourd'hui de France. Une particularité de notre île, c'est que 97% des seniors vivent à domicile. Donc là aussi, ce n'est pas une surprise, mais c'est un chiffre assez frappant. Il y a une priorité forte pour le choix d'une vie à domicile, de rester chez soi. Chez soi, c'est dans sa maison, son appartement, mais aussi sur son territoire, son village et son lieu, souvent où on est né, où on a vécu. C'est une particularité par rapport à d'autres territoires, ce qui fait en corollaire qu'il y a moitié moins de places d'EHPAD en Corse par rapport rapporté à la population, et pour autant, nos EHPAD ne sont pas saturés. Voilà, donc il y a cette spécificité-là qui guide après également la politique menée par la collectivité de Corse. Donc là, c'est le constat, la population âgée aujourd'hui. Alors, on est vieux en Corse aujourd'hui, et c'est une bonne nouvelle, et c'est une chance. Et on va continuer à vieillir davantage. Sur les projections démographiques, à l'horizon 2030, alors souvent on évoque 2030, ça nous paraît très loin, mais en réalité c'est demain. Et on voit qu'en 2030, toujours selon l'INSEE, la Corse compterait 128 000 personnes de plus de 60 ans, ce qui veut dire en 10 ans, depuis 2020, 23% d'augmentation. Donc, c'est vrai que c'est des chiffres, mais c'est colossal. Après, en termes de personnes à accompagner, de dispositifs à mettre en place, on peut le dire aussi de coûts de politique publique pour la collectivité. Alors, la collectivité de Corse, mais pas que, la collectivité publique au sens large. Donc, ça appelle après des réponses structurelles à mettre en place. Et toujours sur les projections, à l'horizon 2030, la Corse compterait 21 000 personnes dépendantes. Sachant qu'aujourd'hui, pour vous donner une idée, sur les prestations sociales délivrées par la collectivité de Corse, vous connaissez tous, je pense, l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie, que ce soit à domicile ou en établissement, il y a environ 11 500 bénéficiaires, donc considérées comme dépendantes. Donc si on considère qu'une partie d'entre elles, des personnes dépendantes, n'ont pas sollicité de prestations, on est en tout cas normalement en dessous des 15 000, et on voit qu'à l'horizon 2030, on se rapproche on dépassera les 20 000.
Une autre caractéristique de notre population âgée, c'est son faible niveau de revenu par rapport aux autres territoires et un taux de pauvreté qui est malheureusement beaucoup plus élevé qu'au niveau national. On a aujourd'hui plus de 12%, 12,5 exactement, des personnes âgées qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, contre 8,4% au niveau national. Donc on a vu notre population âgée et aussi un élément important quand on conçoit nos politiques publiques, c'est où vivent les personnes âgées. Aujourd'hui, 47% de la population âgée de Corse vit autour des grands pôles urbains de Bastia et d'Ajaccio. Donc, à la fois, oui, c'est beaucoup de se dire que presque la moitié des personnes euh, vivent autour des deux grands pôles urbains. Et pour autant, ça veut aussi dire qu'il y en a presque la moitié qui vit en zone rurale ou ailleurs. Et donc, il y a aussi, on va le voir par la suite, finalement, une possibilité aussi, un levier de développement pour les territoires et pour l'économie insulaire. Donc, en revanche, on va voir sur cette carte que la densité de personnes âgées par territoire, et là c'est l'échelle intercommunale qui est représentée sur cette carte, fait l'objet de très fortes disparités. Alors, c'est peut-être pas très lisible, je vais essayer de commenter cette carte. On note que les intercommunalités à densité de personnes âgées inférieure à la moyenne, donc observée en Corse, donc inférieure à 30%, c'est-à-dire que les territoires sur lesquels il y a moins de 30% de la population qui est de la population âgée, on retrouve toujours les pôles urbains d'Ajaccio et Bastia, sans surprise, Porto Vecchio, Bonifacio, Corté, Calvi et la région du Prôné en Corse du Sud. Donc, il y a quand même un petit paradoxe, hein, c'est que 47% des personnes âgées de Corse vivent autour des pôles urbains. Pour autant, la population étant beaucoup plus importante sur ces territoires-là, la densité, elle, est plus faible. Et à contrario, les territoires sur lesquels on constate une très forte densité de population âgée, plus de 40%, c'est quand même là aussi important, sont des territoires plutôt ruraux et très ruraux, donc le Bauge, le Niol, l'Altaroc, bon, je ne vais pas tous les citer, hein, le Cros d'Inutchinarc, le Cap Corse. Et il y a quand même 3 territoires où là, on se rapproche des 50%. On dépasse en tout cas les 46 à 47% dans les Deux-Sceaux, dans le Haut-Aravo, dans le Bauge, je me suis trompée. Oui, et le Bauge. Donc le Bauge va être quasiment 50%. Donc on voit quand même, après, en termes de dispositifs à mettre en place, il y a ces éléments-là qui sont à prendre en compte. Petite comparaison très rapide, je ne vais pas m'attarder là-dessus, on l'a évoqué, une comparaison par rapport aux autres régions donc de France. La Corse aujourd'hui est la deuxième région la plus vieille, avec 30,3% de personnes âgées de plus de 60 ans. La région la plus vieille, mais pas de beaucoup, est la Nouvelle-Aquitaine avec 30,9%. Et là aussi, sans surprise, je dirais, l'Île-de-France est la région la plus jeune, avec seulement 20% de personnes âgées. Donc, ces données-là illustrent l'état des lieux aujourd'hui, donc le nombre de personnes âgées actuellement, mais dans le cadre des politiques publiques qui sont élaborées, il est aussi important, et c'est l'objet de la conférence de ce soir, de se projeter sur une démarche prospective. Et dans ce cadre-là, il est intéressant de regarder aussi le rythme de vieillissement de la population. Donc là, toujours en comparant les différentes régions, on voit, et c'est le petit point en haut à droite, que la Corse est non seulement aujourd'hui une des 2 régions les plus âgées, mais c'est surtout celle qui va vieillir le plus vite. Donc ça, c'est aussi une donnée importante. Donc en 2018, là aussi, c'est une étude INSEE. En 2018, il y avait donc 78 500 personnes âgées de 65 ans. Donc là, on est sur 65 ans et plus en Corse. Et en 2070, donc là, c'est plus lointain, mais c'est quand même une tendance marquée, elles seraient, ces personnes-là, 134 600.
Donc, et on arriverait là à 36% de la population insulaire. Et on voit que cette part de la population augmente de 13 points, alors que la moyenne nationale augmente de 9 points. Donc ça, c'est simplement pour illustrer qu'on est déjà vieux aujourd'hui et qu'on va vieillir plus vite que les autres régions. Petit coup d'œil, alors là aussi très rapide, mais pour illustrer un petit coup d'œil voilà, sur nos îles voisines en Méditerranée, puisqu'il y a une étude assez intéressante publiée par l'INSEE tout récemment, au mois d'octobre dernier. Comparaison sur 5 îles de Méditerranée, dont la Corse, avec la Crète, les îles Baléares et la Sardaigne et la Sicile. Donc là, on regarde l'indice de vieillissement. L'indice de vieillissement, c'est le rapport entre la population âgée de plus de 65 ans et celle des moins de 20 ans. Donc, un indice qui est à 100 veut dire qu'il y a autant de personnes âgées que de jeunes. Un indice qui est au-dessus, ça veut dire qu'on vieillit plus qu'on ne rajeunit, si je simplifie un petit peu. Donc, on voit en jaune que la Corse a un indice de vieillissement de 120, ce qui veut dire 120 personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans. Donc la Corse est la deuxième île la plus vieillissante. Seule la Sardaigne vieillit plus vite que nous, avec un indice de vieillissement aussi très élevé à 160. L'ensemble des îles qui font l'objet de cette étude, les îles de Méditerranée, pour l'ensemble de ces îles, on voit que l'indice de vieillissement est de 115. Et cette étude donne aussi une moyenne de l'Union européenne à 101. Donc on voit que c'est voilà, à peu près équilibré. Et au niveau de la France, on est à 84. Donc ça, voilà, c'est pour illustrer qu'on est quand même particulièrement impacté par ce phénomène de vieillissement. Alors, une fois qu'on a dressé ce panorama, ce constat, et également qu'on a tracé une trajectoire ou qu'on a quand même des données en notre possession qui nous permettent de mesurer l'ampleur du phénomène démographique, voyons comment cette question est traitée aujourd'hui, même d'un point de vue sociétal. Alors, c'est vrai qu'on a souvent parlé du choc démographique, du vieillissement de la population. Il a longtemps été annoncé, mais finalement, moi, ce que je constate depuis 2018, et particulièrement depuis 2020-2021, c'est qu'il n'est plus devant nous. En fait, nous y sommes déjà dans ce choc démographique. Et une vision prospective s'est imposée pour la collectivité de Corse depuis 2018, avec finalement l'absorption de ces compétences qui auparavant étaient des compétences portées par les conseils départementaux. Et ça a été l'occasion pour la collectivité de Corse d'élaborer le premier schéma de l'autonomie à l'échelle de la Corse. Auparavant, il y avait des schémas départementaux au regard des compétences des collectivités locales. Et finalement, bien sûr, sous l'égide de la conseillère exécutive Bianca Fadzi, qui porte ces questions-là au sein du conseil exécutif, lorsque ce travail a été mené, bien sûr, il s'est agi de conforter nos fondamentaux, je dirais, le maintien à domicile, la place que l'on souhaite donner aux aînés dans la société, valoriser les métiers. Donc ça, c'est des fondamentaux qui ont été consolidés. Mais il y a également eu une réflexion sur finalement comment tenter ou de faire finalement de ce qui peut apparaître pour beaucoup et de prime abord une difficulté, comment en faire aussi une opportunité, à la fois pour améliorer l'accompagnement proposé aux personnes âgées, mais aussi, je l'ai rapidement évoqué tout à l'heure, comment faire du vieillissement de la population un levier pour le développement économique, pour la formation, voilà, le travail et l'emploi. Parce que finalement, la politique du bien vieillir, elle dépasse très largement le secteur du médico-social auquel elle était souvent cantonnée par le passé, et elle se trouve au croisement de plusieurs politiques publiques. Donc développement économique, formation, habitat, mobilité, emploi et travail, bien entendu, mais aussi recherche, innovation. Donc finalement, ce que nous avons tenté de faire, ou ce que nous avons fait en tout cas avec le premier schéma de l'autonomie de la collectivité de Corse, c'est
changer de paradigme pour passer vers une politique, donc Invetiabe, in Casa Soy, qui n'est plus aussi vu comme un vieillissement où nous intervenons uniquement sur la compensation de la perte d'autonomie, mais c'est d'avoir une approche holistique de cette question. Avec aussi, je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure, un impact budgétaire. Et aujourd'hui, la collectivité mobilise à peu près 90 millions d'euros par an pour l'ensemble du dispositif Bien vieillir. Quand on connaît les contraintes budgétaires des collectivités, il faut savoir que depuis 2018, c'est un budget qui a augmenté de quasiment 5% par an. Donc là aussi, c'est très élevé, mais c'est nécessaire pour avoir des dispositifs qui répondent aux attentes. Pardon, je crois que j'avais avancé beaucoup plus vite que prévu les diapositives. Donc, je reviens en arrière. Donc, je vous disais que le vieillir, c'est une chance pour individuel, mais aussi pour la Corse finalement. Et autour des politiques du bien vieillir, un secteur se développe, en Corse comme ailleurs, celui de la silver economy. Alors, silver economy, je pense que c'est un terme qui est connu de nous tous. C'est toute l'économie, toute l'activité qui se crée autour des personnes âgées au sens large. Et silver, alors je ne suis pas bilingue, mais en tout cas, voilà, les personnes âgées ont souvent des cheveux gris ou des cheveux blancs. Donc voilà, l'économie des cheveux blancs. Donc, il y a aussi une étude récente de l'INSEE montre. Alors là, je vous avoue que ça m'a un petit peu étonnée quand j'ai vu cette donnée. Finalement, l'INSEE a regardé le poids de la silver economy dans l'économie globale des régions. Et là, bon, c'était une surprise pour moi. Je ne sais pas si ça sera une surprise pour vous. La Corse est la région au sein de laquelle le poids de la silver economy est le plus élevé. Alors bien sûr, on ne va pas comparer le nombre d'emplois, parce que si on est en nombre d'emplois, on sera bien plus bas que l'Île-de-France ou autre, mais en tout cas, c'est quand même significatif, c'est-à-dire que dans notre économie insulaire, 7,42% des emplois relèvent de la silver economy au sens large. À titre de comparaison, pour l'Île-de-France, c'est 3,49%, c'est 6% en Bretagne. Voilà, donc on est plutôt en proportion plus élevée. Donc, c'est un secteur qui est pourvoyeur d'emplois pour répondre aux besoins spécifiques des seniors. Une étude, alors là encore plus récente, de l'INSEE, publiée en octobre 2024 en partenariat avec l'ADEC, fait état de 10 700 emplois en Corse en 2021 dans ce secteur. Et plus particulièrement, 3006, dans ces 10 000 emplois, 3610 autour du secteur de l'aide à domicile, ce qui correspond quand même à 34% du secteur de la silver economy. Et rappelons-nous, comme on l'a vu tout à l'heure, ces métiers, ces emplois ne sont pas uniquement sur les pôles urbains. Ils sont aussi, et beaucoup, dans nos territoires ruraux. Autre donnée intéressante aussi, et qui fait aussi un petit peu écho peut-être à ce qu'évoquait M. Askenazi tout à l'heure, 77% des emplois de la silver economy sont occupés par des femmes. Alors, comment finalement aujourd'hui le sujet du travail se retrouve au cœur des politiques du bien vieillir et de ses enjeux? Les chiffres encourageants sur la filière silver economy que l'on vient de voir, d'évoquer finalement, cachent une réalité qui est un peu plus complexe et plus contrastée. En effet, il y a des besoins croissants en Corse au regard de l'augmentation du nombre de personnes âgées qui génèrent des créations d'emplois dans différents secteurs, dont l'aide à domicile, et cela sur tous les territoires. Là aussi, une donnée intéressante, il y a aujourd'hui 9 800 bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile. Donc, ce sont des personnes âgées dépendantes qui ont besoin d'une aide au quotidien pour rester vivre à leur domicile. Et là aussi, ce chiffre a augmenté de 10% depuis l'année 2020, ce qui correspond quand même à 914 bénéficiaires de plus en 4 ans. Donc là aussi,
Après, ça veut dire qu'il faut des travailleurs supplémentaires pour répondre à leurs besoins. Donc, il y a un effet volume important, mais il y a également, au-delà de cet effet volume, je dirais, des besoins des personnes âgées qui deviennent plus spécifiques en matière d'accompagnement. Et c'est vrai qu'autour de l'aide à domicile, euh, même si dans l'imaginaire de collectif ou encore de certaines personnes, on reste beaucoup sur de l'aide ménagère, du ménage, de l'entretien du domicile, l'aide à domicile et l'accompagnement, ça dépasse très largement ces questions. Alors bien sûr, on entretient le domicile, mais aujourd'hui, les services d'aide et d'accompagnement à domicile proposent des accompagnements bien plus larges. Et tout ça veut aussi dire pour nous tous qu'il y a une offre de formation dans le champ des métiers de l'autonomie qui a évolué, qui doit continuer à évoluer. Elle s'est renforcée et elle doit continuer aussi à s'adapter. Elle s'adapte dans son contenu, sur les types de diplômes aussi qui évoluent, sur les modalités de délivrance de ces formations aussi et au niveau des localisations. Alors là, mes collègues qui ne sont pas présents aujourd'hui de la direction de la formation ont aussi pu travailler à la mise en place de formations au-delà d'Ajaccio de Bastia, sur Corté, sur Sartène. Et c'est une démarche que la collectivité souhaite aussi poursuivre pour finalement former des personnes au plus près de leur lieu de vie pour qu'elles puissent après intervenir auprès des personnes âgées qui en ont besoin, qui sont en situation de dépendance. Alors, malgré une croissance d'activité au cours des dernières années, le secteur de l'aide à domicile connaît des difficultés de recrutement sans précédent. Donc là aussi, finalement, la thématique du vieillissement et du bien vieillir, c'est une thématique qui concerne la collectivité et les acteurs publics, mais aussi chacun de nous, dans nos familles, tout le monde a une ou plusieurs personnes âgées en situation de dépendance et a eu à connaître voilà, des difficultés de recrutement notamment. Mais finalement, on est sur un paradoxe d'un secteur qui est à la fois en tension, mais qui pour autant est très dynamique. Son activité a augmenté considérablement ces dernières années, mais la demande est telle, l'augmentation de la demande est telle que les recrutements nouveaux sont insuffisants aujourd'hui pour couvrir l'ensemble des besoins. Alors, le secteur des métiers de l'autonomie est lui aussi en pleine mutation, comme le sont les politiques de l'autonomie d'une manière plus générale. Ce qui a souvent été appelé le risque dépendance, voilà, a fait l'objet aussi d'évolutions législatives récentes avec la création de la 5e branche de la sécurité sociale, la branche autonomie. Et il y a des répercussions sur l'ensemble des volets, dont les métiers de l'autonomie. On est face voilà, à une crise des vocations, des difficultés à pourvoir des postes vacants, malgré, et ça aussi c'est paradoxal, hein, malgré une mise en lumière de ces métiers de l'autonomie et de l'accompagnement au moment de la crise sanitaire. Moi, je l'ai vécu dans le cadre de mon travail en 2020, quand on a eu à gérer la continuité des accompagnements auprès des personnes âgées en crise sanitaire, en plein confinement en début d'année 2020. Au départ, lors des réunions avec la préfecture, l'ARS, le secteur de l'aide à domicile, on ne nous considérait pas. On nous disait la priorité, c'est le soin, c'est les médecins. Et c'était une priorité, certes, mais très rapidement, dès les premiers jours, ils ont enfin entendu ce qu'on disait, c'est que c'était des acteurs essentiels qui ont dû poursuivre leur activité. Alors, une partie des interventions a pu être suspendue, mais il y a des personnes isolées pour qui il faut très concrètement aller délivrer des repas au quotidien, aller aider voilà, pour l'ensemble des actes de la vie quotidienne. Donc, à la fois, la crise sanitaire a mis en lumière ces métiers, a engendré par la suite des revalorisations salariales et du statut, mais pour autant, ça n'a pas amené suffisamment de nouvelles personnes vers ce secteur. C'est aussi un secteur qui connaît un turnover important. Il y a, voilà, c'est vrai, une usure aussi professionnelle qui peut arriver fréquemment. Ce sont des métiers aussi qui souffrent d'un déficit d'attractivité et d'image. C'est ce que j'évoquais rapidement tout à l'heure.
Aujourd'hui, les non-initiés, je dirais, n'ont pas forcément une image réelle de ce que sont les métiers de l'autonomie, qui sont beaucoup plus riches que finalement l'image qu'on peut s'en faire. Un autre constat aussi, finalement, sur notre île, c'est que depuis quelques années, je dirais 5 ans maintenant, on note l'arrivée de travailleurs étrangers en Corse dans ce secteur de l'aide à domicile. Pas encore véritablement en établissement, mais plutôt sur l'aide à domicile. Et là, c'était évoqué aussi tout à l'heure par Monsieur Askenazi. C'est vrai que finalement, aujourd'hui, ces travailleurs étrangers viennent répondre à un besoin qui n'est pas couvert par l'offre au niveau local et territorial. Donc ça, en tout cas, c'est un phénomène qu'on constate. Il y a eu beaucoup de dames venant de Pologne, de Roumanie. Et là, alors récemment, c'est pas l'étranger, mais on note des Polynésiennes, qui, surtout sur Ajaccio, oui, qui viennent. Donc il y a ça, c'est un phénomène. C'est vrai, il ne faut pas le nier, il existe. Et finalement, on se rend compte que la politique en faveur du bien vieillir et les enjeux liés au travail et à l'évolution des métiers sont étroitement liés, puisque la politique de maintien à domicile ne peut vraiment tenir ou être efficace et répondre à l'ensemble des besoins que s'il y a suffisamment de travailleurs et qu'ils ont des conditions de travail qui leur permettent de rester, de se projeter dans ce secteur. Alors, peut-être voilà pour terminer, parce que le tableau n'est pas sombre. Voilà, aujourd'hui, c'est une chance pour la Corse que d'avoir, beaucoup de personnes âgées. Il y a aussi, une politique publique, qui est menée pour permettre, aux seniors, d'avoir une vie en meilleure santé le plus longtemps possible, puisque finalement, on évoque beaucoup et on se concentre souvent, et c'est normal, c'est notre rôle, sur les personnes dépendantes, mais aujourd'hui, qui représentent, allez, entre 12 à 15% de la population âgée. Donc là aussi, c'est une bonne nouvelle. La majorité des personnes âgées vivent bien, en restant autonomes le plus longtemps possible. Donc ça, c'est important aussi de se le remémorer collectivement, parce que on se rend compte aussi que depuis des années, et pas qu'en Corse, partout, on a pu avoir une vision un peu négative, un peu lourde du vieillissement de la population. Et donc, ce qu'on veut aussi démontrer, c'est que c'est pas forcément le cas. Donc, il faut pouvoir proposer une offre adaptée aux personnes qui en ont besoin, qui sont en situation de grande dépendance, mais on n'oublie pas pour autant les autres qui sont majoritaires. Bon, là, ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui, mais il y a tout un tas d'autres offres qui leur sont proposées. Et finalement, quels sont les quelques leviers qu'on pourrait identifier, qui ne sont pas exhaustifs, bien entendu, hein, pour accompagner les mutations des métiers de l'autonomie en Corse? Alors, bien sûr, l'attractivité des métiers. Je parlais tout à l'heure peut-être d'améliorer la connaissance sur la réalité de ces métiers, sur l'image. Alors peut-être que Jelly Smack pourra nous aider à faire des campagnes sur les réseaux sociaux. Mais en tout cas, il y a un vrai sujet là-dessus. C'est de parvenir aussi à une amélioration des conditions de travail dans le secteur de l'aide à domicile. Beaucoup de choses ont déjà été faites avec l'ensemble des partenaires, l'ARACT notamment, mais au-delà aussi. Donc là, je pense que c'est une démarche qui est à poursuivre et à renforcer. L'amélioration de la rémunération aussi de ces métiers doit se poursuivre. Là aussi, depuis 2021, globalement, la rémunération des salariés de l'aide à domicile a augmenté entre 15 à 20%. Donc là aussi, c'est pas suffisant parce qu'il y a eu aussi un choc inflationniste, mais il y a quand même du mieux. Beaucoup de services d'aide à domicile nous ont dit dans la région ajaxienne il y a quelques années, quand des grands centres commerciaux ont ouvert en périphérie de ville, qu'ils avaient noté qu'un certain nombre de salariés démissionnaient de l'aide à domicile pour finalement aller occuper un travail de caissière ou autre, parce que dans l'esprit, c'était moins difficile, voilà, charge mentale moins lourde. Et aujourd'hui, il y a vraiment une différence quand même qui s'est installée. Les salariés de l'aide à domicile sont quand même globalement mieux rémunérés. Il y a une politique aussi de professionnalisation qui améliore aussi après la rémunération. Donc là, il faut poursuivre cette amélioration, mais il faut aussi communiquer sur le fait que ça a déjà
beaucoup changé depuis 2021. Des mesures aussi ont été prises par la collectivité depuis l'an dernier, très concrètes pour améliorer le pouvoir d'achat des aides à domicile, la revalorisation de l'indemnité kilométrique, parce que ces dames-là font beaucoup de kilomètres. On est passé quand même de 38 centimes du kilomètre à 50 centimes, donc c'est pas neutre. Financement de la mutuelle à 100%. Donc la collectivité a financé cela pour les structures, des paniers repas. Donc il y a tout un tas de mesures qui ont vocation à améliorer aussi le pouvoir d'achat. Un enjeu aussi, c'est de pouvoir susciter des vocations chez les jeunes notamment, à travers aussi une offre de formation et peut-être des modalités de formation plus adaptées à leurs attentes. Euh, les métiers de l'autonomie, comme vont forcément et évoluent déjà aussi avec les nouvelles technologies. Alors, sans aller jusqu'au robot japonais qui va remplacer, qui marche pas, voilà, qui va remplacer les professionnels, il y a quand même un virage où les nouvelles technologies peuvent aussi être un outil. Elles ne remplaceront jamais les aides à domicile, les professionnels, mais elles peuvent être un outil euh, pour améliorer l'accompagnement, améliorer aussi dans certains cas les conditions de travail. Il y a aussi pour la qualité de vie des personnes âgées des outils qu'on peut utiliser pour faire de la prédiction, voilà, et ça peut aussi être un moyen pour les aides à domicile de mieux se coordonner et d'être moins isolés dans leur pratique pour faire plus de liens avec les infirmiers, les différents professionnels. Donc, il y a aussi cette question quand même des nouvelles technologies et aussi de nouvelles missions qui leur sont confiées sur des activités, des actions de prévention, du lien social, de l'accompagnement de personnes isolées, des activités intergénérationnelles. Donc, l'idée, c'est voilà, de dire vous n'allez pas venir et faire uniquement de l'entretien du domicile. Au-delà de cette question d'attractivité des métiers, ce qui nous semble aussi important, c'est de conforter l'approche prospective qui a été engagée avec le premier schéma de l'autonomie, donc 2022-2026 de la collectivité de Corse, et de conforter cette vision holistique du bien vieillir qui en a découlé, puisque nous allons, alors je dis bientôt, puisqu'il faut s'y prendre bien en avance, mais nous allons engager dès début 2025 les travaux pour un schéma de l'autonomie numéro 2. Donc cette démarche prospective, elle va se renforcer. Et il est aussi important, dans ce cadre-là, de renforcer la structuration de l'écosystème Invetia Bay en Corse et le développement de la silver economy. Et c'est notamment dans le cadre de cet objectif-là que la collectivité de Corse a souhaité la création d'un gérontopôle en Corse. Donc là aussi, hein, c'est dans le cadre du schéma de l'autonomie. Une association a donc été créée en fin d'année 2023. Elle est présidée par le docteur Marie-Pierre Pancrade, et le gérontopôle de Corse se met en place depuis le début d'année 2024, progressivement. Et c'est une structure qui a vocation à jouer un rôle d'assemblier, de fédérateur aussi, de l'ensemble des acteurs qui concourent à la politique du bien vieillir, pour aussi travailler avec les acteurs de la formation, de la silver economy. Et puisque finalement, il y a aussi un des leviers qui est identifié, qui est celui de pouvoir investir les champs de l'innovation et de la recherche, en lien aussi avec l'Université de Corse, tout ça au service du bien vieillir en Corse. Donc voilà ce que je souhaitais partager aujourd'hui avec vous. Et finalement, tout l'enjeu pour la collectivité de Corse aujourd'hui, dans le cadre de ses compétences dans ce champ, mais plus globalement hein, pour la Corse aussi, c'est d'être en capacité de proposer une offre et un accompagnement de qualité aux personnes âgées, mais aussi de se saisir des enjeux du vieillissement de la population pour en faire un outil au service du développement économique et des territoires. Merci beaucoup, Marie, pour cette présentation très, très
complète sur les enjeux du vieillissement et des impacts que ça aura en termes de besoins en compétences et d'accompagnement dans les années à venir. Enfin, on y est déjà. Hein. On y est déjà. Et là-dessus, je crois qu'on est quand même très en avance, du coup, à la collectivité de Corse pour l'appréhension de ces problématiques-là. Alors, la parole tout de suite à la salle. Nous avons nos invités aussi. Il y a tout le monde qui était invité, bien sûr, hein, mais il y a quelques invités spéciaux. Je l'ai dit, donc l'ARACT est représenté ici par Monsieur Mortine et Frédéric, l'AFPA par Monsieur Lec. Alors Madame Nivaljon est là aussi, mais je crois que c'est Monsieur Lec qui est prévu aussi d'intervenir. Vous pourrez intervenir aussi tout à l'heure, Madame la directrice. Voilà, la directe aussi est présente. Voilà, la DRITS, désormais DRITS, voilà, à l'anglaise, hein, DRITS, hein, parce que normalement c'est DRITS. Hein. Voilà, donc qui souhaite intervenir? Présentez-vous, hein. Merci, parce que pas tout le monde se connaît. Merci, Jean-Angélique, donc directeur régional de l'AFPA, qui est bien représenté parce qu'il y a son DRH, son directeur de centre, Nivaljon et d'anciens retraités que je ne connaissais pas. Voilà. Bon, merci pour vos différentes interventions très intéressantes. J'aimerais rebondir sur celle-ci et en arriver à une question, monsieur le professeur. Moi, je retiens votre conclusion. La solution, elle doit venir du territoire. Je suis à 150% d'accord avec vous et je pense que c'est ce qu'on essaie de faire à notre échelle en Corse. Si je rebondis par rapport à mon domaine de compétences, la formation professionnelle, et si je dois apporter une analyse par rapport à la santé économique du monde du travail en Corse, c'est qu'on a des signes de fragilité sur notre île assez importants. D'abord, il y a la précarité des jeunes qui est très forte. Certains territoires, post-bac, je pense à Portiuet, c'est presque de 30% de rupture après le bac. Il y a des problèmes de mobilité en fait en Corse. Hein, ça, vous le savez tous. Mobilité interne, difficile de se déplacer sur l'île. Et mobilité externe, vous l'avez cité, difficile d'aller à Bordeaux travailler, en télétravail, être en télétravail et travailler à Bordeaux parce qu'à un moment de l'année, on ne trouve plus d'avion pour y aller. Donc, c'est pour ça que l'exemple de Madère, monsieur le professeur, excusez-moi, n'est peut-être pas le bon exemple parce que c'est un hub qui est ultra connecté à différentes capitales et la Corse, malheureusement, ne l'est pas encore, même s'il y a peut-être une stratégie en ce sens demain. Il y a un problème démographique, vous l'avez cité, hein, Madame Colonne, une population qui est de plus en plus vieillissante, qui a une population active qui va avoir une croissance négative dans les prochaines années. C'est-à-dire qu'on aura de plus en plus de monde sur l'île, mais de moins en moins de compétences et d'actifs. Donc de plus en plus de difficultés à répondre aux besoins des métiers en tension sur le territoire. Donc se posera la question de l'attractivité, ce sera ma question finale pour vous, monsieur le professeur. Il y a des solutions via la formation professionnelle, via l'anticipation des compétences. La collectivité de Corse fait des choix courageux en ce domaine. Hein. Elle continue d'investir dans son plan régional de formation. Quand d'autres régions diminuent les financements, ce n'est pas le cas en Corse. C'est pour ça que vous avez eu sur l'île des solutions en termes de fibres, monsieur Colonne. C'est parce qu'il y a eu un investissement majeur sur ce domaine-là, mais avant, en anticipation de formation de compétences à l'AFPA de Corse, pendant des années, on a formé pas mal de stagiaires. On le fait également dans le domaine de la silver economy, mais on n'attire pas les publics. On ouvre chaque année des places de formation avec la collectivité de Corse, et malheureusement, c'est un des secteurs où on sature le moins. On va être à 20-30% de saturation de notre formation quand on est à 100% dans d'autres domaines. Donc, comment rendre attractifs les métiers, c'est une question essentielle. Nous, anticiper les besoins de formation, anticiper les besoins d'un territoire, c'est dans notre ADN, dans l'ADN d'un organisme de formation, qui est l'outil de la collectivité de Corse, vous l'avez bien entendu, mais qui est aussi l'outil de l'État. On accompagne l'État, on est l'outil du ministère du Travail pour 250 titres professionnels, hein, pour dire vulgairement, ce sont des diplômes, mais qui sont délivrés par le ministère du Travail. Donc chaque année, on révise ces titres,
tous les 3 ans, on révise à peu près une 50aine de titres. L'an prochain, c'est 60 titres qui sont révisés par rapport aux besoins qui évoluent forcément. Ensuite, on a ce qu'on appelle, et qui est au service des territoires, donc via les DETS, mais qui peut être au service des CREFOP, des incubateurs de solutions. Les incubateurs, en fait, c'est des recherches-actions, c'est-à-dire en permanence sur les territoires, il y a un financement de l'État qui permet aux AFPA de mener des expérimentations dans certains domaines. Mais il y a un domaine, par exemple le bois qui se développe sur l'île, les déchets, l'hydrogène, comment on anticipe les besoins, comment on fait une expérimentation et comment, si ça fonctionne, on met en place un titre diplômant au ministère du Travail, une certification. Donc ça, c'est les incubateurs qui permettent d'apporter des solutions. Et il y a aussi le développement économique des territoires via les DES, via des études sectorielles, des GEPP territoriales qui sont faites à la demande de la DES, mais aussi en accord avec la collectivité de Corse. Et on essaie de répondre aux besoins des territoires. Donc, un organisme de formation qui est présent pour répondre aux besoins du territoire, qui répond à la commande de la collectivité de Corse pour anticiper les besoins, mais qui n'est pas la seule solution. Donc, j'en arrive à ma question, j'étais un peu long, mais j'en arrive quand même. On a des solutions sur les territoires et il y a des dispositifs qui permettent d'anticiper les mutations économiques et les besoins. Mais on a une île qui a des problématiques. Comment répondre aux enjeux d'attractivité de l'île et de certains métiers? Voilà, merci. On prend plusieurs questions, ou vaut mieux, hein? Oui. Alors, Frédéric Martin. Oui, bonjour, merci Présidente, merci Monsieur Askenazi. Et alors, en quelques mots, je vais essayer d'être plus court que Jean-Ange. Rapidement, donc déjà je représente l'ARACT. l'ARACT qui est une direction régionale de l'ANACT, un outil du ministère du Travail créé en 1973 pour observer justement les transformations du travail en y associant notamment les partenaires sociaux et en analysant donc les transformations en cours, tout à la fois on va dire sortie du schéma industriel pour aller vers du serviciel de plus en plus présent. Je fais vraiment très très court. L'ANACT, c'est un outil d'intervention aujourd'hui, c'est-à-dire que notre boulot, c'est principalement d'aider dans les entreprises pour accompagner les collectifs, tout à la fois sur les enjeux de médiation comme d'accompagnement sur des démarches de type qualité de vie au travail, conditions de travail, pour essayer d'éclairer tout à la fois les enjeux de performance de l'organisation, mais aussi les enjeux de santé, c'est-à-dire que le travail couple, on va dire, les deux enjeux, et que c'est bien sur cet axe-là qu'il faut essayer de travailler. 2 éléments sur on va dire la notion de rebond, je vais la laisser un peu de côté, mais peut-être essayer de s'en remettre totalement en lien, parce qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels on pourrait faire on va dire des témoignages même directement d'intervention. 2 sujets. En reprenant le terme de Jean-Ange, il y a des facteurs de fragilité sur le territoire. Le premier, pour nous, c'est les enjeux de santé, de sécurité, même si on n'est pas les spécialistes, on va dire, de la santé des salariés directement, il y a les services de médecine pour ça. On est en train de dépasser cette année le triste record qu'on a battu en 2018 avec déjà 7 morts au travail et on a passé les 13 accidents graves. Donc ça veut dire qu'on a un vrai déficit en termes de politique de prévention, qu'on a un vrai déficit aujourd'hui en termes d'intégration de cette politique-là au niveau, on va dire, des pratiques managériales ou même on va dire, de la culture globale de l'entreprise. Ça touche aussi les employeurs, hein. Ce n'est pas forcément que les salariés, mais c'est tous les actifs qui sont en activité et qui, pour X raisons, voilà, passent un peu la haie, on va dire, de la prévention primaire telle qu'on peut l'entendre. Ça, c'est un premier point et je dirais c'est un vrai sujet en termes même de politique publique parce qu'on est la seule région de France, d'hommes confondus, hein, à ne pas disposer de plan régional de santé au travail. C'est-à-dire d'une déclinaison du PST national, puisque la politique de santé est déclinée en 3 volets, plan santé-environnement, plan santé publique, que connaît bien Marie, et le plan santé-travail, qui permet, sans être l'alpha et l'oméga des politiques de prévention, en tout cas de mettre en cohérence un certain nombre d'acteurs sur des priorités d'action. Alors, là où peut agir la collectivité, de mon point de vue,
parce qu'on a un vrai déficit, on ne peut pas porter des politiques si on ne sait pas où on va et à partir de quoi on part. On n'a pas de données vraiment de santé au travail qui soient agrégées. C'est-à-dire qu'on parle par exemple de santé des femmes au travail. Marie parlait de son secteur d'activité, enfin des politiques menées dans ce secteur-là, qui est énormément féminisé. Et ces métiers-là sont énormément touchés aujourd'hui par les troubles musculo-squelettiques, donc il y a des enjeux de prévention d'usure de pénibilité, etc. On est aveugle sur les impacts aujourd'hui de l'effet de travail, on va dire, sur la santé des femmes, globalement, tout secteur d'activité confondu en Corse. On est aveugle sur un certain nombre de politiques de santé au travail. Donc là, il y a un vrai sujet. On a un outil qui est l'ORS, que vous connaissez parce qu'il est financé en partie par les collectivités, Observatoire régional de la santé, qui est spécialiste de l'agrégation des données qui peuvent être captées par les services dédiés, parce qu'aujourd'hui, les données existent, mais elles ne sont pas agrégées et elles ne sont pas pilotées. Les services de médecine au travail disposent de données. Les services autonomes, enfin les interentreprises, les autonomes, etc., disposent de données. La MSA, qui a son secteur, avec un service de médecine et de prévention, a des données. Donc là, il y a un vrai sujet autour de ça. Donc politique de santé au travail à redonner, je dirais, sur lesquelles il faut redonner un sens et redonner une impulsion sérieuse parce que ça touche à toutes les problématiques qu'on a aujourd'hui. Regardez ce que génère, par exemple, la numérisation sur la santé, etc. Enfin, voilà, je ne vais pas faire de débat, mais le télétravail contraint, ça a augmenté de 30%, par exemple, les violences faites aux femmes sur le périmètre intrafamilial, etc., etc. Donc voilà, il y a des vrais sujets de ce côté-là, sans compter après les problématiques de type isolement des salariés, etc. Je raccourcis sur le deuxième sujet, qui est la dimension dialogue social. On est sur un vrai problème de fond en région. Vrai problème de fond qu'on peut croiser après sur les questions, par exemple, en tirant un fil sur les questions de population. On a énormément de personnes qui vont partir à la retraite. Dans cette population-là, il y a beaucoup de mandataires côté salariés et il y a beaucoup de représentants employeurs. Donc, comment on fait, comment on traite la question du renouvellement de cette population qui crée quelque part de la norme sociale dans les entreprises et dans le secteur interpro, etc. Et c'est une vraie problématique de fond. Premier élément. Deuxième élément, c'est la question de l'équipement des jeunes, des moins jeunes, etc., sur la connaissance de la négociation collective. On a 1768 entreprises aujourd'hui, de mémoire, soumises en tout cas qui sont en obligation de mettre en place un CSE, Conseil social économique, d'accord, ex-CE, couplé CHSCT, etc. Sur les 1768, on en a seulement un quart qui ont déclenché les élections et qui ont un CSE qui avance plus ou moins, on va dire, correctement. Donc ça veut dire qu'il y a un certain nombre d'acteurs à rapatrier dans cet espace-là, à équiper côté entreprise comme côté salarié, pour pouvoir régénérer un travail, je dirais, et apaiser un peu l'instabilité sociale auquel on est soumis, parce qu'on ne la voit pas. En 2018, on a fait une petite enquête sur la médiatisation des mouvements sociaux. Dans le Corse Matin, on était un mouvement social médiatisé tous les 2 jours et demi ouvrés. D'accord ? On ne parle pas des durées, etc., tirés principalement par le public. Donc voilà, il y a deux points, en tout cas, sur lesquels je pense fondamentalement on doit travailler et qui feront écho aux différents sujets qu'a abordé à la fois le professeur Ascanazi, mais aussi Andrea, Marie, sur les enjeux aussi d'attractivité, de trajectoire, etc. Petite virgule rapide, présidente. Par exemple, sur le renouvellement des populations, des travailleuses aujourd'hui dans le médico-social et dans le service à domicile, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui décrochent pour des questions de santé. Elles sont remplacées par des personnes qui viennent d'autres trajectoires professionnelles et qui sont aussi fracassées que celles qui partent. Donc, on ne matche pas là. À un moment donné, ça a un coût social et ça a un coût sur la question de la performance globale de la politique publique. Et là, on a un vrai sujet de fond à regarder, à dire collectivement, chacun sa part de responsabilité. Mais comme le disait Jean-Ange, il y a aujourd'hui, et je pense qu'on a la capacité au niveau territorial, en adaptant les politiques publiques, c'est-à-dire en créant véritablement une ingénierie d'accompagnement et d'approche de ces sujets-là, qu'on peut faire, parce qu'on a la compétence, qui permettent de régler ces enjeux. Voilà.
Secrétaire général, je suis donc élu à l'île de Bastia et vice-président de la CAB. Alors juste une petite remarque, parce qu'il y avait un petit vide, notamment pour monsieur Colonne, sur ses inquiétudes. Alors ça, je vais faire le VRP. Ses inquiétudes sur les endroits de coworking à Bastia. On vient d'ouvrir sur le port de Toc, vous le savez, un espace qui attire beaucoup de monde. La technologie, il reste des places pour le coworking, si ça vous intéresse. En tout cas, voilà. Sur le travail, sur le travail en général, l'évolution du télétravail. Donc, c'était très intéressant, pour les deux, hein, pour tout le monde. Beaucoup de statistiques sur ce que les salariés. Je n'ai pas vu ce que voulaient les employeurs. Alors, bien sûr, on sait l'avantage du télétravail, hein, en termes, vous l'avez dit, hein, de disponibilité, malheureusement, tard le matin, tôt le soir ou encore plus. Donc, à la limite, on travaille encore plus en télétravail. La réaction d'Ubisoft, donc j'ai un peu du logiciel qui voulait faire travailler tout le monde sur place, et vous-même qui avez exprimé, il faut remplir les locaux. Peut-être aussi un focus sur l'évolution côté employeur du télétravail. Pas seulement côté employé, mais c'est très intéressant, bien sûr. Et l'espace est occupé des grands lots de coûts. Sur l'intervention également de Mme Chaney, sur tout ce qui est, encore une fois, l'autonomie. Effectivement, Jérôme Topol, c'est très intéressant. Je pense que c'est une casquette sanitaire. Un Pancraz qui travaille évidemment au centre hospitalier de Bastia et qui porte depuis longtemps tous ces projets. Et effectivement, il y a aussi la silver economy. Donc, je ne suis pas trop surpris du taux de travailleurs, sachant que comme on a beaucoup de personnes âgées, forcément, il y a plus de travailleurs dans la silver economy, en tout cas dans l'assistance, avec une partie intéressante aussi, vous l'avez dit, sur les nouvelles technologies. Alors bien sûr, ça partait des objets connectés. Depuis longtemps, on en parle. Ça fait des dizaines d'années qu'on parle des objets connectés, de la surveillance, du rapport du sanitaire également. Effectivement, dans les moyens à mettre pour supporter et pour accompagner les personnes âgées, le maintien à domicile, plutôt que dans les maisons spécialisées, est un fort vecteur d'économie, hein, et de confort d'abord, et d'économie, avec le déploiement des gens qui se déplacent, encore une fois, des tas de sociétés qui vont se créer, notamment dans ces approches-là. Et le problème aussi du lien social. Et d'un point de vue sanitaire et médico-social, il y a une convergence forte. Donc, tous les outils nationaux, d'ailleurs, on connaît le DMP pour l'aspect sanitaire qui est en Corse notamment se déploie grâce aux travaux du GRAM en particulier, pour ceux qui connaissent de l'ARS, des outils communs que vous portez également avec le sanitaire, le médico-social, pour suivre aussi bien les aspects sanitaires que l'accompagnement et sécuriser les gens à domicile. Voilà, quelques remarques sur ces points-là. Merci. En tout cas, c'est très intéressant. Bonsoir et merci pour votre conférence qui était vraiment très intéressante. Alors, j'ai quelques petites questions. Une première question concernant le salaire moyen des aides à domicile en Corse, parce qu'effectivement, ils ont augmenté, mais je ne suis pas sûre que le revenu soit très attractif pour nos jeunes, puisque nos jeunes sont dans la précarité. Peut-être qu'effectivement, ils pourraient être attirés si la rémunération était peut-être un peu plus attractive. Ensuite, j'ai une question pour vous, Monsieur Colonne, parce que j'ai trouvé intéressant cette forte demande de télétravail dans votre entreprise. Et alors, je me demandais si le travail à la maison ressemblait beaucoup à ce que vous faites dans vos locaux quand vous êtes en entreprise, parce que peut-être que c'est plus facile, effectivement, d'être en télétravail dans ces conditions. Si c'est le cas, hein, mais c'est le sens de ma question, parce qu'on n'a pas trop abordé, sauf monsieur tout à l'heure dans son intervention, mais on n'a pas trop abordé les effets négatifs aussi du télétravail, parce qu'on a parlé effectivement de manque de cohésion sociale quelquefois quand on se retrouve à la maison, qu'on ne voit plus les collègues, sauf par écran interposé, parce que oui, il peut y avoir des réunions, mais elles peuvent faire perdre le lien social et en tout cas le lien professionnel qui peut exister entre les travailleurs. Et je trouvais que peut-être on
après, Monsieur Askenazi, vous avez présenté les évolutions et c'était évidemment très intéressant parce que ça met un petit peu les idées à jour. Mais on n'a pas trop évoqué les effets pervers du télétravail qui sont d'ailleurs apparus au lendemain de la crise Covid, hein, puisque les gens s'étaient sentis un peu isolés chez eux et ayant parfois aussi des inquiétudes sur leur place dans l'entreprise parce que le fait d'être tenu à l'écart, enfin d'être tenu par la force des choses à l'écart, ça va entraîner des questionnements. Et il y a une question qu'on n'a pas du tout abordée, c'est l'effet générationnel. J'aimerais connaître la moyenne d'âge dans votre entreprise, Monsieur Colonne, parce que peut-être aussi que cette façon de... oui, je demande beaucoup de statistiques, mais je ne me suis pas présentée, je suis professeure d'économie, hein, donc ça a un sens. Et en fait, je crois aussi que l'âge joue beaucoup sur ces demandes de télétravail. Et Monsieur Askenazi a évoqué le workation. Et je pense que là aussi, je serais intéressée de connaître la moyenne d'âge, parce que je pense que ça concerne beaucoup des populations jeunes et qui sont effectivement disposées à partir en vacances, à partir ailleurs, à Madère peut-être. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller aux Açores et ça c'était très développé aussi aux Açores et j'avais été étonnée. Et justement, ces espaces de coworking, ou en tout cas, ces Airbnb qui prévoient un espace de coworking sont effectivement très prisés. Voilà, j'en ai fini avec mes questions. Je vous remercie. Merci, madame, pour votre intervention. Je crois qu'il y a Cathy Cognette qui voulait intervenir, donc élue à la collectivité, à l'Assemblée de Corse. Merci, Madame la Présidente. Moi, je voudrais rebondir sur les différentes interventions, notamment les chiffres qui ont été annoncés, parce que moi, je suis issue d'un territoire qui a été nommé. Vous avez vu des difficultés que rencontrent les territoires ruraux. Vous avez vu le Beauce ou le Niol avec les difficultés d'attractivité pour les jeunes, les difficultés d'accessibilité selon le public auquel on s'adresse, et aussi les difficultés que l'on a pour maintenir nos personnes âgées à domicile. Alors moi, je travaillerai de façon plus pragmatique, comme l'a fait la collectivité de Corse, dans le cadre de Inveciaba Neisolo, Guillaume de Azogaz. Et je pense que les différents acteurs devraient se mettre tous en ordre de marche, comme a fait ce service, pour pouvoir à la fois répondre aux attentes et aux besoins, parce que les freins, on les connaît tous, les différents acteurs qui sont présents ici aujourd'hui, les freins, les difficultés. Je me suis rendue récemment à Corté et je connais les difficultés que vont avoir les différentes structures d'insertion. Étant responsable aussi d'un centre de formation, je connais les difficultés qu'ont les jeunes de trouver un emploi et aussi de répondre à leurs attentes en termes de développement de compétences et d'immersion, parce que pas tout le monde ne veut s'orienter vers les métiers des soins et des personnes. On doit répondre aussi aux attentes et aux besoins des jeunes, leur donner la chance de faire ce à quoi ils aspirent et pas forcément les orienter parce que ces métiers sont en tension. Ensuite, ce qu'il faut dire aussi de ces métiers, et on l'a fait au sein de la collectivité de Corse, on a demandé une revalorisation des salaires parce que c'était des emplois qui n'avaient pas de salaire vraiment important. Et je pense qu'il faut travailler. Il faut travailler sur les améliorations des conditions de travail, sur le travail des femmes, et c'est un sujet qu'on évoquera avec la présidente ici présente, puisqu'on a souhaité le faire prochainement. Le travail des femmes, l'insertion des femmes, les femmes en milieu rural, et évidemment, la ruralité, vous l'avez bien mis en évidence aujourd'hui, est beaucoup pénalisée par rapport au centre urbain et aux possibilités qu'elle offre aux gens, qu'ils soient âgés ou jeunes. Voilà. Merci beaucoup, Cathy. Qui d'autre souhaite intervenir? On prend une dernière question ou un dernier commentaire. Vas-y. Alors, Madame Fagni, donc élue à l'Assemblée de Corse et présidente de la Commission des affaires sociales. Merci. D'abord, merci à tous les trois pour vos exposés qui étaient fort enrichissants. Moi, je vais peut-être rentrer un peu dans le détail et ma question va plutôt à Monsieur Askenazi.
Et vous avez parlé donc de l'attente qu'il y avait au début du nouveau siècle et les attentes d'espoir qui étaient portées et de stabilité au niveau de l'emploi. Et aussi cette injonction d'autonomie qui était faite. Hein, voilà, ça, vous l'avez bien dit. Est-ce que vous pensez, quand dans votre exposé, vous êtes arrivé sur l'intelligence artificielle, vous nous avez montré un slide où justement vous précisez que votre collègue, pour lui, effectivement, l'intelligence artificielle, l'IA, c'était une avancée. Vous l'avez dit, vous avez dit votre collègue, hein, je crois, c'est bien ça. Vous n'êtes pas avancé plus que ça, vous. Et moi, justement, ma question, donc vous avez dit ça allait nous rendre plus prospères. Alors, effectivement, en termes de production, certainement. Mais ma question, est-ce que vous pensez, et ça peut aller à M. Colonne aussi, hein, évidemment, mais est-ce que vous pensez que l'intelligence artificielle, en termes, moi, c'est ça, c'est cette injonction d'autonomie, est-ce que vous pensez qu'elle va nous rendre plus autonomes? Elle va rendre le salarié plus autonome, voilà. Alors que, par exemple, le télétravail, oui, va le rendre autonome parce que forcément, il faut qu'il s'organise. Mais l'IA, je ne sais pas. Alors, je voulais avoir votre avis. Merci. Bien, merci à tous. Alors, on a prévu de quoi se substanter. On peut rester ici jusqu'à minuit. Voilà, Monsieur le maire qui nous a rejoint nous donnera l'autorisation. Monsieur le maire, bonsoir. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, vous pouvez répondre aux questions, voilà, qui sont fort intéressantes. Voilà, je crois qu'il y en a pour tous. Alors, qui veut commencer? Andrea? C'est ça. Je vais répondre aux questions un peu précises que j'avais. Alors, sur les employeurs, j'ai pas réussi à trouver de statistiques. Je la cherchais pour là. Celles que j'ai trouvées me paraissent pas si fiables que ça et pas fait sur un échantillon assez grand. Mais on a à peu près en tout cas sur les études que j'ai trouvées montrent plus de 80% des employeurs qui sont pour le télétravail hybride. Donc pour une partie des jours en télétravail, une partie des jours, une partie des jours au bureau, sur un format entre 2 et 3 jours au bureau et le reste en télétravail, donc sur un format à peu près moitié-moitié. On a une partie des entrepreneurs qui sont pour le full remote, donc pour le télétravail à 100%. Souvent, ceux-là ont une particularité personnelle où ils habitent pas du tout, ni à Paris, ni dans une grande ville. Donc souvent, ils ont déjà fait, eux, le choix de ne pas être dans une grande ville. Ou on a une partie de nomades, on a une partie de gens qui aiment beaucoup bouger et qui sont assez friands de ça. Et une petite partie où c'est pour des raisons de coût aussi. Ils trouvent quand même que ne pas avoir de bureau du tout, donc d'être vraiment en 100% télétravail sans bureau, ça les arrange. Mais voilà. Et il y a une partie donc d'employeurs qui sont vraiment contre le télétravail. Alors le peu d'études que j'ai trouvées montrent que surtout cette partie-là, c'est des gens qui sont contre le télétravail à plus d'une journée par semaine. Je ne sais pas pourquoi une journée ça leur va et plus non, mais en tout cas ça a l'air d'être dans ces horizons-là, où ce serait un peu moins de 15% des employeurs qui sont contre le télétravail à plus d'une journée par semaine. Et souvent, alors on parlait de statistiques d'âge, souvent ces entrepreneurs-là sont plus âgés en moyenne que les autres. On note à peu près 6 à 8 ans de moyenne d'écart d'âge entre les deux populations, celles qui sont contre et celles qui sont pour le télétravail. Alors je parle vraiment dans la tech, dans les entreprises technologiques. Et par contre, ce qu'on voit, c'est une part des investisseurs qui, quand l'entreprise ne va pas bien, c'est un des premiers leviers qu'ils demandent de faire aux entrepreneurs, c'est de faire revenir les gens au bureau pour mieux les surveiller et augmenter la productivité. Dans les cas où ils l'ont fait, on n'a pas vu de cas qui ont bien marché. On n'a pas vu de cas où la productivité a réaugmenté quand ils ont fait venir les gens au bureau. Au contraire, ils ont plutôt perdu les bons éléments, qui n'ont pas voulu revenir au bureau et qui ont eu aucun problème à retrouver du travail très vite. Voilà. Après, je suis entièrement d'accord sur l'aspect lien social. C'est quelque chose où on essaye. Nous, à GSMAC, on a essayé de beaucoup y travailler post-Covid. On a essayé plein de choses. On a essayé des coworking pour que, au moins localement,
y ait du lien social sur des petites équipes, voilà, en essayant que les équipes soient localisées au même endroit pour en fait faire plein de petites équipes localisées qui peuvent se voir beaucoup plus souvent. On a essayé ça, on a essayé de se voir. On disait, nous, on a une fréquence à peu près, on se voit toutes les 4 semaines, quand même, 2 jours. On se voit entre 2 et 3 jours toutes les 4 semaines. Je ne sais pas si ça suffit au global, mais en tout cas, c'est à peu près le bon mix qu'on a trouvé, nous, entre ne pas trop forcer les gens à revenir au bureau et garder un lien social. Voilà. Après, on ne fait pas que des réunions de travail, on fait aussi des réunions. On passe aussi du temps ensemble en visio pour passer un bon moment, que ce soit. Nous, on a nos rituels du café du matin. Voilà, c'est ça, pour en fait remplacer la machine à café on fait une conférence en visio pour parler voilà, de la pluie, du beau temps, de ce qui sort au cinéma dans la semaine, ou voilà. Et on a une réunion par semaine, un peu pareil, on a un moment par semaine aussi un peu plus cool, et voilà, où on va ou faire un jeu ou faire quelque chose pour essayer d'avoir un peu ce lien. Mais on n'a pas encore trouvé la formule, et je pense que beaucoup d'entreprises en télétravail n'ont pas encore trouvé la formule parfaite pour restaurer le lien social en étant 100% en télétravail. Mais c'est vraiment un sujet, je suis entièrement d'accord là-dessus. Euh, sur les questions, sur les questions de la professeure en économie, sur qu'est-ce qu'on fait comme travail à la maison et au bureau, on fait vraiment 100% le même travail. Donc ça change rien du tout. On passe moins de temps peut-être à la machine à café à la maison et à parler d'autre chose que du travail sur lequel on est exactement, mais sinon on produit vraiment la même chose. Donc sur ça, il n'y a pas de changement. Donc sur le lien social, j'en ai déjà parlé avant. Sur la moyenne d'âge, Jelly Smack, dans mon équipe, elle est de 33 ans et quelques. Donc une population quand même assez jeune. Mais par contre, on a beaucoup, alors je sais pas si c'est un aspect de Jelly Smack parce qu'on a recruté beaucoup de gens en remote, mais on a aussi, je crois que la statistique, c'est vraiment qu'on a 100% des gens de plus de 45 ans qu'on a employés qui sont 100% en télétravail. Alors après, est-ce que c'est nous qui avons réussi à les attirer, ou est-ce qu'il y a une population tech de plus de 45 ans élevée qui veut travailler 100% en télétravail? Je ne sais pas répondre à cette question. Je n'ai pas les statistiques nationales ou quoi là-dessus, mais voilà, sur les questions de moyenne d'âge et sur ces questions-là. Qui d'autre alors? Qui commence? Marie? Allez, on a commencé par Monsieur Eskenazi, il terminera. Il terminera, voilà. Oui, alors moi je vais revenir sur alors, la question de Madame professeure d'économie sur le salaire moyen des aides à domicile. Alors, j'ai pas la donnée hein, sur un salaire moyen ou en Corse. Pardon? Entre 1 600 et 2 000 € bruts en fonction de la convention collective au niveau national. Hein. Mais en revanche, alors, il y a plusieurs conventions collectives sur le secteur. Après, ce qui peut aussi impacter, je ne sais pas comment a été calculé le salaire moyen, s'il est ramené à un temps plein, j'imagine que oui, mais ce qui se passe, en tout cas de ce que je vois en Corse, c'est qu'il y a beaucoup de temps partiel choisi. Alors choisi, bon, je ne sais pas si c'est le bon terme choisi, mais en tout cas, non pas de la volonté des employeurs, mais des salariés qui souvent, en raison ou d'une situation familiale ou voilà d'autres contraintes, ne peuvent pas occuper un travail à temps plein. Donc ça réduit de fait le salaire perçu. Après, il y a un fort enjeu aussi sur la formation, les diplômes qui viennent aussi augmenter la rémunération. Mais c'est vrai que j'ai dit que la rémunération avait augmenté en moyenne de 15 à 20% depuis 2021. C'est une réalité. Pour autant, il y a encore, et c'est vrai, je partage votre point de vue, il y a encore des améliorations à apporter. Et puis finalement, le choc inflationniste qui nous a tous frappés, je pense que c'était en 2022-2023, est venu finalement presque gommer les effets d'augmentation significative de salaire qui étaient intervenus. Juste pour donner une idée, hein, pour la collectivité de Corse, à partir de 2022, c'est 7,5 millions d'euros supplémentaires par an, ne serait-ce que pour les revalorisations salariales des aides à domicile. Donc, et c'est vrai que finalement, la difficulté aussi pour les politiques de l'autonomie, alors là c'est en Corse, mais au global, même au niveau national, c'est la soutenabilité
du financement de notre modèle. Finalement, on voit qu'il y a l'effet volume, beaucoup plus de personnes âgées, les prestations qui sont nécessaires et pour autant, les enveloppes budgétaires qui, elles, ne peuvent pas augmenter au même rythme. Donc les revalorisations salariales, après, la problématique, bon, ben, on le sait tous, hein, c'est la question de la soutenabilité du modèle. Mais c'est vrai qu'il y a encore des améliorations qui doivent pouvoir intervenir. Après, je souhaitais aussi revenir sur ce qu'évoquait Madame Cognetti, qui est important aussi sur un axe aussi que j'ai pas évoqué directement, mais qui est très important pour les perspectives, c'est sur la politique, voilà, d'insertion et d'accompagnement, soit des jeunes en recherche de vocation ou en formation, ou peut-être même des demandes, ou peut-être des demandeurs d'emploi. Donc là, il y a aussi un axe assez important. Alors, je crois savoir qu'il y a potentiellement des évolutions qui vont intervenir entre France Travail et les plateformes des métiers de l'autonomie. Peut-être, voilà, je ne suis pas spécialiste de la question, mais des fusions de missions pour simplifier peut-être le dispositif. Et c'est vrai qu'il y a quand même là, voilà, un axe aussi d'amélioration sur cet aspect, c'est vrai. Merci beaucoup. Oui, merci pour toutes ces réactions. Alors, je peux apporter quelques éléments et puis je dirais peut-être un ultime mot. Alors, sur l'intelligence artificielle, à nouveau, hein, sur question d'intelligence artificielle autonomie, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ces technologies? Et je crois qu'il y a des risques que, malheureusement, leur usage serve à restreindre encore plus notre autonomie ou d'autant plus la contrôler. Donc là, je pense que ce n'est pas une réflexion territoriale pour le coup, mais vraiment globale sur une régulation autour de ces technologies qui posent à la fois des problèmes sur le monde du travail, mais aussi des questions, on pourrait dire, démocratiques. Et donc, c'est un sujet global sur lequel il ne faut pas avoir une sorte d'optimisme BA, en quelque sorte, et être impressionné par la machine. Effectivement, elle est en soi impressionnante, même si on ne comprend pas nécessairement les mathématiques qu'il y a derrière. Mais je pense qu'il doit y avoir une vraie réflexion de régulation et d'éthique autour de l'IA, et c'est ce qu'on en fera qui va déterminer la réponse et pas voilà, elle va pas en soi. Sur le télétravail, en fait, on a beaucoup d'informations, donc comme j'ai pu l'annoncer, dans les mois qui vont venir, on va pouvoir dire pas mal de choses. Déjà, sur les salariés, en fait, on a une courbe qui est une courbe en cloche d'un point de vue générationnel. Il y a moins de télétravailleurs chez les jeunes, en fait, et chez, on va dire, les plus de 50 ans. Alors, pourquoi chez les jeunes? Pour plusieurs facteurs qui probablement s'additionnent. Il y a un facteur du côté employeur, c'est-à-dire que voilà, le jeune qui arrive, il faut l'intégrer dans le collectif, il faut pouvoir le surveiller, on ne le connaît pas assez, etc. Donc, on va lui permettre moins de faire du télétravail. Le deuxième facteur, c'est les facteurs, cette fois-ci, tenant aux jeunes, du moment que vous êtes en couple, etc., mais que vous n'avez qu'un studio, vous n'allez pas pouvoir télétravailler de manière aisée. Le télétravail, quand même, dépend. Enfin, on le voit avec la superficie du logement et est un des facteurs déterminants du choix d'être télétravailleur si on peut choisir. Et en fait, les jeunes ont des logements plus restreints. Donc, c'est pour cela qu'on a ce type de. Donc, en fait, il n'y a pas tant d'aspects. Une fois qu'on corrige par ça, alors peut-être. Voilà, si on oublie les plus de 55 ans, il n'y a pas d'effet générationnel qui est marqué. En fait, ceux qui sont quarantenaires, cinquantenaires aujourd'hui ont été déjà biberonnés aux technologies numériques, en fait. Hein. Donc, pas si marqué que cela. Alors, il y a une autre population. Alors, il y a une population qui, en revanche, est nettement plus en télétravail, un petit peu entre guillemets, toutes choses égales par ailleurs, ce sont les femmes. Et là, voilà, il y a des travaux qui sont en cours de collègues pour essayer de comprendre le pourquoi du comment, et même les femmes qui n'ont pas d'enfants. Donc, c'est pas la question enfant, pas enfant, c'est pas voilà, la femme est donc. Alors, est-ce que c'est la femme qui est quand même toujours réduite aux tâches domestiques, donc voilà, télétravail. Il y a une autre piste qui est actuellement en train d'être étudiée, qui est également les femmes sont plus sujettes à toute forme de violence sur les lieux de travail et que être en télétravail, ça vous évite
ce type de violence. Donc, vous voyez, il y a une série de pistes, d'hypothèses. Donc, c'est un sujet absolument passionnant, mais qui aussi révèle beaucoup sur les transformations du travail. Sachant que c'est essentiellement un monde de cadres, mais qu'il y a aussi beaucoup de professions intermédiaires dans certaines entreprises. Et c'est là où il y a une grande distinction entre les entreprises qui accordent aux cadres parce que ils ont un pouvoir de négociation. Sinon, je vais voir ailleurs, en quelque sorte. Et puis, il y a des entreprises qui acceptent une vision peut-être bien plus générale et partagée du télétravail. Et on est actuellement en train d'étudier pour voir les différences de performance entre ces deux types d'approches d'un télétravail qui finalement, on le donne qu'à ceux qui le méritent en quelque sorte, et puis on le donne de manière plus générale, et on va peut-être obtenir que le plus général est peut-être celui qui est le plus efficace, mais je ne m'avance pas plus que cela. Et donc du coup, ça envoie, il y a quand même une question d'inégalité autour de ce télétravail, et puis ça envoie à la question des employeurs ce qu'ils veulent. Alors, on voit d'énormes différences d'un pays à un autre. Alors, puisque je parlais du Japon, les employeurs japonais veulent tous que l'on revienne sur les lieux de travail, mais ils n'y arrivent pas. Hein. Il faut le noter, ils n'y arrivent pas. Comme les premiers signaux qu'on peut avoir sur les employeurs en Europe ou aux États-Unis, l'élément qui a l'air d'être déterminant, c'est s'ils sont propriétaires ou pas de leurs locaux. C'est-à-dire s'ils sont propriétaires de leurs locaux, ils veulent qu'ils soient remplis et pas vides. Et leurs locaux, s'ils sont vides, de toute manière, ils ne peuvent pas les vendre puisqu'il n'y a pas vraiment de marché. Voilà, donc on voit ce type d'employeurs ou bien des entreprises qui sont propriétaires de bureaux en sus de leur propre bureau et qui donc veulent que leurs salariés reviennent pour donner un signal global il faut revenir sur les lieux de travail. Donc, il y a quelques grandes entreprises. On se demande bien pourquoi elles disent de revenir télétravail, mais ça, en fait, elles sont propriétaires de beaucoup de bureaux et qu'elles perdent beaucoup d'argent sur ce segment-là. Donc, il y a des effets à multi-chaînes qui ne sont pas faciles à démêler totalement. Mais ce que l'on a, donc pendant la Covid elle-même, on a beaucoup d'éléments que le télétravail subit effectivement avec toutes sortes d'impacts potentiellement délétères sur certaines populations. En tout cas, ce que l'on voit aujourd'hui en France puisqu'il y a donc dans les questions, dans l'enquête emploi, qui est enquête de référence, il y a une question, est-ce que vous êtes satisfait de votre télétravail, à la fois du nombre de jours d'être télétravailleur, etc. Et ceux qui sont en télétravail sont très, 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 très largement satisfaits de leur situation de télétravail. Donc, il y a certainement encore des situations délétères, mais qui sont devenues aujourd'hui marginales. Donc, voilà, il y a un portrait qui est... voilà, à nouveau, on étudie très, très largement. On n'a pas la réponse à absolument tout, mais oui, il y a des choses qui notamment générationnelles, qui peuvent surprendre. Alors, peut-être un ultime mot, si je me permets, sur les questions, comment rendre attractif un métier. Alors, on n'y arrive pas toujours, hein, et c'est pour ça que vous avez parlé de faire venir qu'il y a des personnels venant d'autres pays qui s'installent. Je pense que c'est inévitable d'une certaine manière. Voilà, il faut accepter cette chose-là et accompagner. Et ça, là aussi, c'est une question en soi territoriale. Mais quand même, on peut aussi avoir, et ça, c'est d'une certaine manière, ça sera mon message final, mais sur cet exemple particulier, un autre regard sur le travail. C'est-à-dire que on observe, vous voyez, il y a tout un débat actuellement sur l'absentéisme en France, et donc, voilà, alors, on va faire, également pour les fonctionnaires, les délais de carence de 3 jours, etc. Il se trouve que la France, en termes d'absentéisme au travail, est plutôt relativement plus faible. Alors, l'absentéisme, arrêt maladie, on va dire arrêt maladie au travail, et les taux d'arrêt maladie sont finalement plus faibles, bien plus faibles qu'en Allemagne, et légèrement plus faible que les pays scandinaves, ces pays qu'on met en quelque sorte en modèle. Mais il y a une énorme différence. Cette énorme différence, c'est qu'en France, on a peu d'absentéisme court, contrairement à tout ce que l'on imagine, et on a des arrêts maladie longs. Et inversement, dans ces pays. Et en fait, comment ils conçoivent les choses ? Ils prennent un regard, en quelque sorte, ils laissent filer la chose. C'est-à-dire que pour beaucoup de métiers très durs,
Et ça concerne donc des métiers dits du care en quelque sorte. Et même lorsqu'on est à temps partiel, ça reste dur. Il y a un poids important à la fois physique et psychologique. Eh bien, dans ces pays, ils laissent aller en quelque sorte des SAS à travers des arrêts maladie courts. Vous allez vous arrêter, vous êtes crevé, voilà. Eh bien, certes, ça pose des problèmes organisationnels après parce qu'il faut remplacer la personne, mais on accepte que la personne soit absente pendant 7 jours, 15 jours, mais elle va reprendre après son travail et elle ne tombera pas dans une situation de longue maladie. Et je crois que voilà, c'est ça aussi, d'essayer de renverser, alors je ne vais pas renverser la table, mais en tout cas renverser les regards sur les perspectives, sur le travail aujourd'hui, et peut-être donc voilà, donc reprendre le travail sur le travail pour mettre les choses à l'endroit, et c'est ça aussi qui aidera à reconstruire des attractivités sur certains métiers. Merci. Bien, écoutez, je vais d'abord remercier les intervenants pour la complétude de leurs propos. On n'a pas vu le temps passer, hein, ça fait pratiquement 3 heures. On n'a pas vu le temps passer, c'était particulièrement riche, intéressant, très complémentaire. Voilà, je tiens à remercier aussi Hugo Maté et toute l'équipe du cabinet pour le travail réalisé, pour avoir veillé aussi à ce montage hein, de cette conférence. Du coup, les interventions sont très complémentaires et très utiles. Vous remercier tous d'être venus, remercier la mairie de Bastia, monsieur le maire, merci beaucoup pour votre accueil. Corsica Prospettiva, vous le voyez, nous permet, à partir de tendances globales sur un sujet particulier, à un moment donné, de réinterroger ce qui se passe sur notre territoire, ce qui peut se passer demain, c'est ce qu'on a essayé de faire ce soir. Je crois que ce soir, on peut en tirer 2 conclusions, peut-être provisoires, même 3. La première, c'est qu'il nous faut un diagnostic partagé par toutes les institutions, et je tiens à remercier en particulier les institutions qui étaient là ce soir et les différents organismes présents qui traitent de l'emploi ou du travail. C'est pas forcément la même chose. Voilà, et il y en a beaucoup sur le territoire. On a un peu un millefeuille, hein, c'est la spécialité française. Bon, nous, on a commencé à alléger le millefeuille. Hein. Vous avez compris qu'on a été très innovants là-dessus, ne fût-ce qu'avec la suppression des départements, avec la fusion de la collectivité territoriale à l'époque de Corse et les départements. Donc, vous remerciez tous pour votre présence. Je crois qu'il y avait France Travail était là aussi, je crois qu'on m'a signalé, je ne sais pas si la personne est toujours là. Voilà, bonsoir. Madame Gatti, c'est ça ? Voilà. Merci. Qui nous donne vraiment envie de poursuivre nos actions dans le sens, je veux parler de l'attractivité donc de certains métiers et notamment celui que vous avez présenté, Madame Cianelli, ceux de l'aide à domicile, parce que c'est vrai, j'ai échangé avec pas mal de structures donc d'aide à domicile et également avec des employés d'aide à domicile. Et il faut savoir quand même, et là c'est pour redonner quand même un peu une image positive de ces métiers, c'est qu'il y a des personnes qui le font vraiment volontiers. C'est un choix. C'est un choix et je vais plus loin. J'ai vu des jeunes femmes qui, une elle me disait, je veux créer une maison d'accueil parce que ça me fait plaisir de rendre service à ces personnes âgées, d'être présente à leur côté. Voilà. Donc, moi personnellement j'y crois, mais par contre, travailler sur l'attractivité des métiers, c'est casser des représentations et ça, c'est très compliqué. Mais je pense par expérience que en poursuivant nos actions, en essayant d'innover, on arrive toujours à faire mieux. Et je me disais que faire appel à l'entreprise de Monsieur Colonne aussi, c'est ça, voilà, de Monsieur Colonne. Bon, pourquoi pas, parce que bon, c'est un moyen de communication qui peut intéresser pas mal de monde et beaucoup les jeunes. Voilà. Merci madame, merci d'être venue, merci à toutes les institutions qui étaient présentes. Donc premier constat, premier renseignement, il nous faut des diagnostics partagés et de manière très, très fine hein, sur certains métiers, certaines filières. Qu'est-ce qui est en train de se passer parce que les choses bougent rapidement, très rapidement, en particulier dans ces secteurs-là, enfin celui du care en particulier. Donc il faut
effectivement, on travaille tous ensemble. La deuxième chose, c'est que je retiens, c'est la solution, elle viendra du territoire. Ça a été dit donc par un intervenant extérieur, Monsieur Askenazi, ça a été dit par Monsieur Leka aussi. Les solutions, elles ne peuvent plus être pensées uniquement par un gouvernement qui ensuite décline dans tous les territoires, parce que les choses sont différentes, sont spécifiques, et qu'il faut à la fois tenir compte de la géographie, de l'identité, de la composition sociale, etc., des niveaux de revenus. Et je pense qu'il y a des solutions à produire sur le territoire. Et ces solutions, enfin, troisième point, elles ne peuvent être produites, ces politiques publiques, qu'à partir d'une réflexion commune sur le contrat social, le nouveau contrat social que l'on veut se donner. Quelles valeurs, à un moment donné, on défend collectivement en matière, par exemple, d'accompagnement des personnes âgées. Bon, les Japonais, ça ne leur pose pas de problème de mettre des robots. Moi, je ne pense pas qu'on arrive à mettre des robots. On le voit bien, même le modèle de l'EHPAD en Corse est déjà quantitativement moins développé, moitié moins d'EHPAD que sur le continent, mais aussi, pour connaître certains EHPAD, le fonctionnement aussi est différent à l'intérieur des EHPAD. Ça signifie quoi? Ça signifie que le contrat social, mais véritablement même au sens de Rousseau, le contrat social, il doit s'appuyer aussi sur les traditions, la façon dont on vit, la façon dont on promeut le lien intergénérationnel, les réticences qu'on a aussi, parce qu'on n'a pas que des qualités, on a aussi des défauts, les réticences qu'on a des fois vis-à-vis des nouvelles technologies, envers ceux qui arrivent de l'extérieur. Donc il faut qu'on réfléchisse à tout cela aussi pour construire quelque chose qui à la fois nous ressemble, mais qui arrive à intégrer tous les éléments de la modernité, parce que on va devoir résister, encore une fois, non pas résister pour résister, mais devoir s'adapter surtout, et être résilient vis-à-vis de nouvelles crises, de nouveaux chocs, et absorber ces tendances globales que l'on doit absolument maîtriser, dont on doit maîtriser les effets pervers sur le territoire. Et je crois que ça, c'est véritablement une optique dans laquelle nous sommes collectivement, les uns et les autres, pour essayer de vivre mieux ensemble. E più be, più possibile, c'est le giule. Ecco, a ringraziare a tutti, merci à tous. On se retrouve autour d'un pot de l'amitié. Merci beaucoup.